bon, Pépère? Allez, vite sur le peloton. Oh là 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 là, oh là 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 là, quelle image! La joie du pistolero à l'arrivée. Eh bien, bienvenue dans un nouvel épisode de Chasse-Patate, épisode de débriefing du Giro, après le live qui a eu un fort succès à la fin de la seconde semaine du Giro. On avait énormément parlé de tout ce qui s'était passé pendant les 2 premières semaines, et bien on est de retour, cette fois-ci pour faire le bilan final de ce Giro. Et force est de constater que sur cette 3e semaine, il s'est passé énormément de choses, plus ou moins catholiques, on va dire. Du coup, on va avoir pas mal de choses à parler, évidemment, mais on va essayer d'éviter de faire des redites. Voilà, je préviens d'ores et déjà les intervenants, et ils sont nombreux autour de la table. Enfin, ils sont nombreux, on est 4 comme d'habitude, c'est pas non plus un épisode avec 10 personnes autour. Bertrand, d'abord, encore de retour. Tu es un habitué maintenant. Voilà. Oui, bonsoir tout le monde. Ça ne s'arrête plus. Ravi d'être encore là. Ah ben quand t'as un intervenant de qualité, on le rappelle évidemment. C'est gentil, merci. Alex, voilà, quand t'as un intervenant de qualité, on le rappelle également. Salut, j'ai rien préparé, merci. Voilà. Sache que alors, moi de mon côté, je ne prépare jamais rien sur les podcasts, hein, c'est toujours la one again. Hein. Voilà, tu perpétues, oui, tout à fait, la tradition. Et enfin, Yann également. Et oui, salut. Voilà, le 4e homme, la 4e roue, le clan des 4. Non, qu'est-ce qu'il y a en quoi? Le quatuor, la fin du quatuor? Ça marche pas, c'est avec le club des 5. Ah ouais, c'est les 4 mousquetaires. Voilà, c'est celui-là que j'aurais dû utiliser, c'est les 4 mousquetaires. Ouais, je le saurai pour la prochaine fois. Toujours est-il que, du coup, le programme du jour, comme je le disais, le bilan de ce Giro, et particulièrement le bilan de cette 3e semaine du Giro. On va se concentrer essentiellement sur cette partie, même si on va évidemment évoquer ce qui s'est passé avant. C'est forcé, mais bon, on l'a déjà évoqué pendant en long, en large et en travers lors du live, donc on va essayer de passer dessus assez rapidement et surtout insister sur vraiment les dernières étapes du Giro. Et après, parce que Yann insiste, hein, visiblement, il faudra qu'on parle aussi un petit peu peut-être du Dauphiné du Tour de Suisse. Bon, on va sans doute pas faire très très long dessus, mais bon, un petit pronostic, peut-être 2-3 trucs à dire sur la start list et sur le parcours. En attendant, concentrons-nous sur la course italienne, sur le premier grand tour de cette saison, 2018, remporté par Christopher Froome. Non attribué. Voilà, par non attribué. Ce grand coureur au palmarès incroyable. Ben, voilà, c'est-à-dire qu'il s'est passé l'impossible. C'est-à-dire qu'on avait tous été catégoriques lors du live, lorsqu'on avait conclu le live et qu'on avait terminé le truc par un pronostic sur qui allait gagner le Giro au bout de 2 semaines, au vu de ce qu'on avait observé. Et tout le monde avait dit que le Giro était perdu pour Froome. On était, voilà, il n'y avait pas de débat. Et bam, une étape 19 improbable. Je pense que c'est le mot qui convient. Et voilà, Froome qui revient dans le jeu, plus que ça, qui reprend le maillot rose et qui le garde jusqu'à la fin. Donc voilà, parlons de ce Giro. Alors, peut-être avant d'évoquer le classement général, faire un très rapide retour sur les sprinteurs. Rapide parce qu'on avait déjà pas mal évoqué leur cas lors du live et que c'était là où il y avait le plus d'étapes. En fait, il n'y a que 2 étapes depuis qu'on a fait ce live qui sont déroulées, qui étaient pour les sprinteurs. Une remportée par Viviani et une par Bennett. La seule question que je vais vous poser pour faire un tour de table, c'est au final, qui a remporté le duel entre Viviani et Bennett? Voilà, 4 victoires pour Viviani, 3 pour Bennett. Bon, les chiffres diraient que c'est avantage à l'italien, mais bon, Bennett, on a quand même l'impression que sur cette seconde partie de Giro, il était plus fort que l'italien, même si au final, il a remporté moins d'étapes, peut-être à cause de son train, je sais pas. Quel est votre avis sur la question? Le vainqueur de ce duel qui se sent chaud sur les sprinteurs? Bertrand, Bertrand, je me souviens que t'aimes pas trop ça. Donc, Bertrand... Tu choisis vraiment la personne idoine pour ça. Donc, mais en même temps, si je t'interroge en premier, tu as toutes tes possibilités qui sont là parce que personne n'a encore parlé. Donc tu peux tout dire dessus. C'est ça. Et je vais laisser beaucoup de choses pour les autres parce que j'ai pas grand chose à dire. Moi, je disais que Viviani était mon principal favori. Donc pour moi, en fait, Sam Bennett, ça reste quand même une sacrée. Alors découverte, c'est pas exactement le terme, mais enfin vraiment, je ne l'attendais pas à ce niveau-là et surtout pas avec autant de victoires. Donc maintenant, qui a gagné le duel au final? Viviani, hein, parce que c'est lui qui arrive premier au classement des sprinteurs. Donc pour moi, c'est Viviani, mais sacré pour moi confirmation, enfin limite découverte presque pour Sam Bennett me concernant. Ouais, surtout que Sam Bennett avait déjà gagné un World Tour, mais il avait jamais gagné sur un grand tour. Et là, il entre en matière avec 3 victoires. Donc c'est quand même voilà. Il débarque de façon assez prononcée dans le. Puis il est belle, hein, honnêtement. Oui, en plus. Il gagne des prestigieuses et avec la manière, on se rappelle Imola.
Exactement, voilà, sous la pluie, etc., dans des conditions dantesques. Voilà, et c'est sûr, il a marqué un petit peu le Giro de son empreinte, même pas qu'un petit peu. Alex, ton avis sur la question des sprinters? Victoire de Viviani après prolongation, juste pour le Malo Cyclamen qu'il a ramené. Au final, ça veut dire que techniquement, t'es le meilleur sprinter Enfin, le meilleur par point, donc plus régulier sur les étapes pour Viviani. Après, Sam Bennett, c'est vrai qu'il a été impressionnant. Il a aussi privé Viviani de la victoire à Rome à domicile. Donc, c'est vraiment... Je dirais Sam Bennett aurait gagné en Israël. Je pense que j'aurais mis devant Viviani. Mais Viviani a été beaucoup plus régulier en première semaine. Donc, voilà. Je dis Viviani vainqueur, mais Sam Bennett beaucoup plus impressionnant sur la dernière semaine. Ouais, comme tu le disais, le truc que j'ai l'impression qui saute aux yeux, c'est que Viviani était très fort d'entrée, mais qu'au fur et à mesure que le Giro avançait, il est un petit peu rentré dans le rang, tandis que Bennett s'est mis à son niveau, voire même au-dessus, parce qu'il faut se rappeler que Bennett perd plusieurs sprints, notamment parce qu'il est très mal placé au moment du lancement. Notamment la dernière étape, l'étape 17 que remporte Viviani, Bennett, encore une fois, je crois que c'était déjà arrivé sur une ou deux étapes, lance son sprint de très loin et revient très fort sur la fin pour finalement échouer à la seconde place. Mais on pourrait se dire que s'il avait été mieux emmené, à la régulière, le plus fort des deux, c'était peut-être l'Irlandais. Je sais pas ce que t'en penses, Yann? Ouais, moi je suis plutôt d'accord avec ça. Pour moi, c'est un petit avantage à Bennett au final, même si d'un point de vue purement comptable, c'est Viviani qui l'emporte. Pour moi, si on compare le statut de sprinter, ce qu'ils ont montré, et les équipes aussi, parce qu'il faut aussi regarder le fait que Bora misait un petit peu plus sur le classement général que Quick-Step, et Quick-Step a quand même des sacrés bourrins et une sacrée expérience du sprint. Pour moi, c'est le petit avantage à Bennett, qui, je pense, était le plus... Ah, ça a coupé sur la fin. Oula. Ouais. Et ben... Avantage à Bennett qui était le plus, et hop, mystère. Et le mot, c'était fort. Ah, bien. On aurait pu deviner, je pense, quand même. Est-ce qu'on s'orienterait pas vers la lutte pour le maillot rose, cette lutte folle? Parce qu'il n'y a pas d'autre mot, avec des craquantes de tous les côtés, des coureurs qui sont à l'agonie un jour et qui sont monstrueux le lendemain. Ce Giro fou, c'est tout. Ouais. C'est-à-dire que absolument tout le monde l'analyse est super difficile quand même sur cette course. Je sais pas comment on va se débrouiller là dans les minutes qui vont suivre. Comment vous voulez analyser des performances tant il y a des différentiels de niveau incroyables d'un jour à l'autre pour tant de coureurs. Parce que si je fais la liste, Yates, Pinot, Froome, même Pozzo peut-être dans une moindre mesure. J'ai l'impression que c'était le yo-yo total. Haru, bon Haru, il a fait du derrière moto. Haru, il n'a pas non plus un pic impressionnant. Enfin, il a fait un contre la montre et ciao. Voilà, et il a fait du derrière moto. Oui, en plus, dans la montre en plus. Voilà quoi. Voilà, donc, alors, par quoi pourront-on commencer? Alors, j'ai envie de vous dire, commençons par les craquantes. Les mecs qui sont pas dans le top 10 au final, et qui étaient très très bien placés à l'orée de cette troisième semaine. Évidemment, je parlais de Yates et de Pinot. Allez, commençons peut-être par l'Australien, parce que c'est le premier à avoir craqué. Il craque sur l'étape 19, l'étape du Collet des Finestrés, Il n'est pas très australien, Yates. Oui, effectivement. Oui, tout à fait. Son équipe est australienne, mais lui, il est anglais. Effectivement. Ouais, bon. C'est le plus australien des Anglais, comme dirait Thierry Adam. Mais bon, voilà, Yates qui craque sur l'étape du Collet des Finestrés. C'est le moment de parler de cette étape. Je pense que c'est en évoquant peut-être la craquante de Yates, parlons de cette étape, de ce coup de poker qui finalement marche. J'ai même pas la force d'analyser cette étape, tellement c'est improbable ce qui s'est passé. Donc là, je me repose sur vous. Alex, vas-y, explique-moi ce qui s'est passé. Ah bah bien sûr, l'attaque de Froome dans le Finistère. De toute façon, le Finistère, c'était vraiment le gros bordel. Moi, je pensais pas du tout, parce que le parcours, je pensais que c'était vraiment de la merde. Je pensais qu'on allait avoir au sommet de Sestrière un gros regroupement général grâce aux 40 bornes de plat, et qu'on allait avoir une attaque dans le Jafro qui aurait pas plus d'une minute d'écart. Et au final, j'ai l'air d'un con, parce que du coup, il y a eu des écarts impressionnants. Je crois que le 10e, je crois, est à 10 minutes, un truc comme ça. Donc vraiment énorme. Grosse défaillance de Simon Yates qui lâchait dès le pied. Et après, Froome attaque et personne ne suit et personne ne le revoit jusqu'à la fin. Peut-être dû au fait que le groupe derrière a attendu Reichenbach dans une descente. Ouais. Voilà. Après, pour être honnête, t'es pas le seul à avoir prédit, entre guillemets, que le plat qu'il y avait entre Sestrière et le Jafro pouvait être
un obstacle au spectacle, hein, parce que je me rappelle que sur le live, on avait fait un petit peu le même bilan en regardant l'étape, et justement, on attendait plus de l'étape du lendemain, avec un enchaînement de cols qui se faisait sans aucun temps mort, plus que l'étape du Finestré. Et finalement, ouais, le gros coup de force des Sky qui ont vissé dès le pied du Finestré et qui a fait tout exploser. Et en fait, dès le Finestré, ça s'est retrouvé à une lutte d'homme à homme, plus que d'équipe à équipe. Du coup, voilà, c'est ce qui explique aussi le côté complètement fou de cette étape, quoi. Bertrand, ton avis sur cette étape, est-ce que tu as une explication logique à ce qui s'est passé? Alors, une explication logique. J'avais déjà dit le soir pendant le live que pendant le Zoncolan, j'avais pas compris la variation de Froome. Il était pas bien la veille, il était pas bien le lendemain. Bon, très clairement, on s'attendait à un mouvement de Sky, ça c'était évident. En plus, avec la veille, on avait vu que Yates avait quand même donné des signes de faiblesse, donc très clairement, on savait que ça allait bouger. Et que si ça devait bouger quelque part, ça serait pendant le Finestré. Je ne pensais sincèrement pas assister à ce à quoi on a assisté, c'est-à-dire que... Alors, toute proportion gardée, bien entendu, et on marche sur des œufs, hein, on le sait bien, mais j'ai revu du cyclisme que j'avais pas vu depuis 10 ans. Oui, c'est pas dans le bon sens, j'ai envie de dire. Voilà, c'est-à-dire que j'ai 35 ans, je suis un enfant de Festina, donc j'ai malheureusement appris à douter des grands exploits sportifs et je suis surpris. Voilà, à titre personnel, je suis surpris pour ne pas aller plus loin. Je suis surpris par le scénario et je suis pas convaincu par les arguments qui sont avancés, comme quoi les écarts ont été faits en descente. On voit notamment ce qui me gêne énormément. Il y a deux choses qui me gênent, c'est Sestrière, la montée de Sestrière où Froome gagne du temps alors quand même que Reichenbach et Dumoulin roulent derrière. Alors que c'est quand même plutôt roulant, donc normalement c'est plutôt en défaveur de Froome. Et ce qui m'inquiète beaucoup plus, c'est surtout le lendemain en fait. Moi je m'attendais à ce que le lendemain, Froome paye un petit peu de sa débauche d'énergie. Au contraire, on a vu qu'il était très facile et Dumoulin, quant à lui, était plutôt dans le dur. Lui, j'ai trouvé que Dumoulin justement souffrait par rapport à la veille. Donc non, je m'attendais sincèrement pas à assister à ce à quoi j'ai assisté. J'ai encore beaucoup de mal à l'analyser aujourd'hui. Te dire que je suis convaincu, non. Un truc que j'aimerais bien, Patrick Chassé l'a dit, c'est qu'on ait des données, que Sky, qui apôtre de la transparence, diffuse ces données, pas que quand ça les arrange, mais là typiquement qu'on ait des explications un peu plus concrètes. Moi je suis pas convaincu par le scénario de la course. Ok. Bon après, moi j'ai pas tout à fait la même lecture que toi vis-à-vis de l'étape sur ce qui me dérange, entre guillemets. Bon après, je préfère être clair de suite. Le dopage dans le podcast, c'est un truc qu'on a toujours gardé un petit peu en distance en se concentrant. Enfin, on n'a jamais été dans l'accusation. Oui, lui, il a fait une performance incroyable, c'est suspect. Justement, c'est toujours un truc qu'on a essayé de laisser sur le côté. Et les rares fois où on a évoqué le dopage, c'était des affaires qui étaient véritablement en cours. Ça n'a jamais été on n'a jamais été dans la supposition ou dans la suspicion dans le podcast. Après, tu pourras couper, hein, si tu le souhaites. Oui, non mais là, il y a. J'ai presque fait. C'est un truc. Cette étape, c'est un truc qu'on n'a jamais vu. Le podcast existe depuis quoi? On a commencé en 2015, je crois, même si on remonte vraiment à PCM France, etc. Bon, il y a très longtemps. Enfin, je crois que c'était 2015 ou 2014, les premiers épisodes qu'on a sortis. Et durant ce laps de temps, je pense pas avoir souvenir d'une. Non, je vais pas dire farce, le mot est trop gros, mais d'une performance qui soulève les sourcils à ce point. Alors si. On a eu Zacharine qui s'est approché un peu de ce... Bon, Zacharine, c'est plus une révélation qui, vu son passé, paraissait suspicieuse pour beaucoup parce que c'était un Russe qui baignait un petit peu dans l'univers du sport russe, donc on pouvait avoir des doutes le concernant plus par sa nationalité plus que par ses performances, quoi. C'est plus ça. Et puis le fait passif aussi. Oui, aussi le fait qu'il avait été chopé. Oui, c'est pas la même ampleur. Hein, ouais. Voilà, c'est pas la même ampleur. Alors si, la seule performance qui était ridicule qu'on avait vite fait évoquer, c'était celle du Tour de Saint-Louis de cette année quand même. Qui d'ailleurs, le mec s'est fait piquer finalement. Je sais plus comment il s'appelle là, sur l'étape de montagne où il s'échappe et il résiste au peloton tout seul. Vous vous en souvenez de ça quand même. Voilà, donc qui au final s'est révélé être le mec s'est fait choper. Je sais plus, c'était un Argentin, je me rappelle plus de son nom. Mais enfin bon, bref. Donc voilà, j'ai l'impression qu'on est dans un cas complètement inédit depuis très très longtemps. Et moi je te disais, j'ai fait pas la même analyse de cette étape parce que moi le truc qui me dérange, c'est
Voilà, c'est ça, Nara, ouais. Je fais pas la même analyse parce que moi, ce qui me dérange, c'est pas l'écart qui se creuse entre le Finestré et le pied de Jaffro, parce que bon, l'écart qu'il fait dans le Finestré, Froome n'est pas monstrueux. Il prend 35 secondes sur 8 km. C'est pas non plus, il fait pas une différence monstrueuse. Après, il faut savoir que derrière, qu'on le veuille ou non, il y a 45 secondes dans la descente du Finestré où ils attendent Reichenbach, et il y en a 30 autres dans la descente de Sestriere, grosso modo. Donc il y a 1 minute 15, 1 minute 20 qui sont perdus juste à attendre Reichenbach, qui sont au crédit de Froome gratuitement, j'ai envie de dire. Et après, sur le plat, entre guillemets, bon, même si Dumoulin collabore, derrière, il y a Pinot qui a collaboré juste avant, dans Sestriere, et après il s'est rangé. Basiquement, après, c'est une lutte d'homme à homme entre Froome et Dumoulin, avec Reichenbach qui, sincèrement, à mon avis... Qui, entre guillemets, roule. Voilà. Ouais, qui roule, mais qui fait... Sincèrement, je suis pas sûr que l'impact qu'il a soit très important sur le plat, parce que, je suis désolé, Reichenbach sur le plat... Il est pas si mauvais sur le plat. Hein. C'est un des grimpeurs les plus complets à ce niveau-là. Hein. Mais disons que je suis pas sûr que si c'était un autre mec que Reichenbach qui aurait été un peu plus puissant, je pense que l'apport auprès du Moulin aurait été un peu mieux. Et donc moi, c'est pas le différentiel que fait Froome entre son attaque et le pied de Jaffro qui m'intrigue. Moi, c'est le fait qu'il ne perde rien sur l'ascension finale, après tous ses efforts. C'est le fait que, je crois qu'il perd 10 secondes, c'est un truc comme ça. Alors, sur le début de l'ascension, il perd une trentaine de secondes, puis après ça remonte l'écart, au final, il perd que 10 secondes. C'est surtout ça que je trouve impressionnant. Voilà, impressionnant, c'est le mot. Après, l'avenir nous dira, les analystes nous diront si c'était juste impressionnant ou si c'était plus que ça. Mais voilà, moi, c'est le truc qui m'a interloqué sur cette étape, qui après, si on fait abstraction de ce côté-là, était une étape de folie dont c'est la plus belle étape qu'on a vue scénaristiquement depuis le début de l'année, je pense, sans me tromper. Je sais pas ce que t'en penses. Yann, t'as pas entendu sur l'étape ? Ouais, non, mais alors en termes de scénario, c'est une étape complètement folle et qui va rester. Enfin, elle a écrit sa légende, cette étape. Après, je pense qu'on la doit aussi à l'étape précédente, parce qu'on a commencé d'abord par parler de la craquante de Yates, et Yates, on a vu sur l'étape précédente que là, il a lâché. C'est la première fois qu'il lâchait. À partir du moment où c'est la première fois que les autres le voient lâcher, ouais. Pour moi, ça devenait écrit, enfin, c'était coup humain que derrière, ça allait enchaîner et que l'étape du Finistère allait être énorme. Si la veille, on avait eu une étape avec un Yates encore impérial, peut-être qu'on se fait complètement chier sur cette étape du Finestré. Là, il a craqué, il a lâché, je crois, 40 secondes ou 50 secondes la veille. Peut-être que 30, je m'emballe peut-être tout seul. Mais c'est clairement pour moi cette étape qui a créé le fait que le Finestré pouvait prendre feu. Et après, bah voilà, on sait pas. C'est une étape complètement folle. Qu'est-ce qui est de l'ordre du non normal? C'est un débat qu'on pourra avoir 15 000 fois et on n'aura pas la réponse tout de suite. Dans tous les cas, c'est pas sur cette étape où que la perte de Froome est vraiment monstrueuse, parce que pour moi, il y avait des enjeux derrière qui ont parasité la poursuite. Il y a le fait d'avoir attendu Reichenbach, il y a le fait d'avoir Carapaz et Lopez qui ne roulent pas. Peut-être que Dumoulin en gardait un peu sous la pédale. Reichenbach roulait, mais il était aussi forcément un peu plus entamé et que les autres. C'est, comme tu le disais tout à l'heure, c'est l'enchaînement de Froome qui pose vraiment question, parce que le lendemain, il est tout frais, alors que les autres sont éclatés, qu'ils ont tous payé les 19 premiers jours de course, et lui, bah, il arrive à en remettre, il arrive à pas lâcher, il arrive à se balader, donc c'est là que ça pose un peu des questions. Effectivement, ouais. Comme tu disais, ouais, comme je disais, c'était pas l'écart entre Finestré et le PG Afro qui était impressionnant, parce que ouais, il y a aussi ça, il y a plein d'explications qui sont en la faveur de Froome et au fait que l'écart augmente, parce qu'effectivement derrière ça s'entend pas du tout, ils nous refont le même coup que Sapada, quoi, grosso modo, quoi. C'est-à-dire que personne veut collaborer et finalement le seul qui se retrouve à rouler c'est Dumoulin avec un équipier FDJ à moitié cramé, quoi. Bon, voilà. Toujours est-il que, alors, juste, tu as parlé aussi de Yates, vite fait, un petit avis, un petit tour de table sur l'anglais, qui, comme tu le disais, a eu des signes annonciateurs dès la veille qu'il pouvait craquer, et il l'a fait magnifiquement, parce je crois qu'il perd 35 minutes au final, il fait gruppetto, grosso modo. 45 minutes, ouais. 45 minutes même.
C'est pas. Ah, ouais, bon, bah, je pensais que c'était Pinot qui avait pris le lendemain 45 minutes. Ils ont pris tous les deux 45 minutes en fait. Bon, ben voilà. Bon, Ouais, quoi je qu'il crois arrive. que même Yates, il a pris plus, je crois. Il a Bon, pris ouais. genre 48, un truc Au comme bout ça. d'un moment, entre 35 et 50 minutes, enfin, voilà, il a pris tarif. On peut résumer ça comme ça. 38 minutes, pardon. Voilà. Donc, ben, Alex, du coup, sur ton analyse sur Yates, est-ce que c'est juste. Voilà, il a eu sa craquante sur ce Giro. Il va apprendre de ça et il reviendra encore plus fort. Parce que le Yates des deux premières semaines était tellement impressionnant que désormais, c'est un mec quand il sera au départ d'un grand tour, qu'on mettra automatiquement parmi potentiellement les gros favoris, quoi. Ouais, en fait, je pense qu'il a payé les efforts, tous les efforts qu'il a fait pendant la première semaine où il met 1 minute à tout le monde dans l'étape La Sapada, je crois, où il met bien 1 minute 30 à tout le monde. Je pense qu'il paye tous les efforts de cette étape-là, enfin de tout son début de Giro. En fait, il aurait fait son Giro avec comment dire, ça fait bizarre de le dire, mais en étant moins offensif, je pense qu'il aurait pu tenir jusqu'au bout. Mais là, je pense vraiment que cette étape, avec le dénivelé positif et toutes les difficultés qu'il y a eu derrière, je pense qu'en fait, il a payé les efforts, tous les efforts qu'il a fait pour creuser les 2 minutes qu'il y avait avec Dumoulin avant cette étape-là. Je pense que. Et aussi, son équipe a énormément dépensé, et donc ça a aussi été mis en cause pour sa défaillance. Mais je pense, honnêtement, s'il avait lâché du lest sur le chrono, parce qu'à mon avis, le chrono, il a joué à fond, il aurait pu tenir sur le Finistère, je pense. Après, c'est une opinion compliquée, parce que ça se trouve, on aurait pu dire, ouais, il était fatigué avant le chrono, il voulait réaliser un bon chrono et tout. Mais je pense, s'il avait lâché du lest et qu'il avait laissé la Sunweb prendre le maillot rose, entre guillemets, hein, parce que bon, c'est un risque calculé, mais je pense qu'il aurait pu tenir. Après, ouais, c'est vrai que, enfin, sans aucun doute, Yates a été le mec le plus offensif de la course, quoi. Parce que sur les deux premières semaines, il a cravaché dès qu'il le pouvait pour prendre du temps. Et c'est ça justement qu'on avait applaudi des deux mains. C'est-à-dire que c'était vraiment le mec, dès qu'il avait la possibilité de prendre quelques secondes et de grignoter du temps, il l'avait fait, et à chaque fois avec une totale réussite. Donc bon, voilà. Donc après, si on commence à dire qu'il aurait plutôt dû jouer à l'économie, il y en a qui vont grincer les dents parce que c'est justement le côté apathique de certains leaders a tendance à agacer ces dernières années. Et donc là, s'il y en a un qui justement ne Ouais, l'est pas du tout... je dis pas forcément ne pas attaquer, je dis juste ne pas faire dépenser autant d'efforts, parce que là, il attaque tout le temps. Ouais. Il y a une étape où tu peux attaquer, genre par exemple, juste cocher la Sapada et prendre 1 minute 30 là, au lieu de prendre 30 secondes, plus 30 secondes, plus 30 secondes, parce que là, tu dépenses beaucoup plus d'énergie, etc. Bertrand, Yann, votre avis sur la question? Eh ben écoute, c'est une excellente question. Moi j'avais dit, je me rappelle pendant le live, pour moi Yates avait course limite gagnée. Donc tu vois, ça m'apprendra à faire des pronos. Oh bah t'étais pas le seul, hein. J'étais Ah là oui, non aussi, mais hein. je pense, non mais après je pense que sur à peu près tous les pronos, je me suis planté hein, sur le live. Donc bon, cela étant, Yates, ouais bah non, je m'attendais pas à ce qu'il flanche comme ça. Alors à quoi c'est dû? Ben, j'ai envie de te dire qu'on sait pas trop parce que il était quand même très dominateur les 2 premières semaines et la courbe s'est totalement inversée presque du jour au lendemain. C'est-à-dire que dès la première étape du triptyque, il a cédé. J'avais quand même pas l'impression de voir le même coureur. Donc, est-ce qu'il a sous-estimé l'enchaînement des 3 semaines? C'est une vraie question. Lui, je me rappelle dans sa communication, il disait que son grand objectif, son grand comment dire Pic de le grand forme. moment qu'il attendait, c'était le contre-la-montre. Ce qui lui faisait plus peur, c'était le contre-la-montre. Bon, bah, le fait est qu'il a fait un contre-la-montre tout à fait honorable, mais qui s'est totalement viandé après. Cela étant, qui aurait pu imaginer qu'il perdrait autant de temps, notamment sur le Finestré? Je pensais pas à ce point-là. Donc, une vraie interrogation, c'est est-ce que c'est pas toute proportion gardée, un Mollema bis, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas l'endurance pour 3 tours, ou est-ce qu'il est en phase d'apprentissage et que progressivement, bah, il va réussir Il est jeune encore, hein, donc Oui, il a 25 ans. voilà, donc à accuser la charge de travail sur un grand tour. Je pense qu'il est trop tôt pour tirer des conclusions. En fait, très honnêtement, il faut qu'il fasse 2 ou 3 tours comme ça, et là, on pourra savoir si justement c'est un coureur de grand tour totalement. Ouais, attention, faut faire gaffe à ce qu'il ne devienne pas un Pinot bis quand même. Alors, juste pour dire, je préfère préciser de suite, c'est que alors, il avait fait un premier grand tour, une Volta, il me semble, de mémoire. Bon, c'était son premier grand tour, il n'avait pas performé, mais les 2 grands tours suivants qu'il a fait, il fait 7ème de la Volta et il fait... non, 6ème de la Volta et 7ème du Tour de France. Donc,
jusqu'à présent, sur les tours de 3 semaines, il arrivait à tenir. Il n'était pas au même niveau de performance clairement, que ce qu'il a montré sur les 2 premières semaines de ce Giro, mais il craquait pas complètement comme il a fait là. Donc, les 3 tours, dans les jambes, il les a potentiellement. Peut-être qu'il était en sur-régime. Le podium des 3 tours, est-ce qu'il l'a? Parce que autant un top 10, ça je te l'accorde, il n'y a pas photo, il n'y a pas débat. On peut se poser la question quand même pour un podium. Bon, après, il lui a manqué 2 jours. Hein. C'est-à-dire qu'à 2 jours près, il était quand même vainqueur d'un grand tour. Alors 2 jours qui font toute la différence, mais pas le bon. droit de faire cette réflexion, tu peux juste pas l'avoir. Ouais, Oui, il a Thomas manqué 2 Vollmer jours, était mais aussi d'un côté, attelé. c'est les 2 jours qu'il faut pas manquer. Enfin, tu vois, si tu raisonnes comme ça, on fait des grands tours de 18 jours où on les raccourcit. Mais Donc, on un fait des grand grands tour, tours de 20 jours. c'est 21 étapes, quoi. Enfin, en théorie. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas comme s'il avait fait une craquante au bout d'une semaine à être vraiment à fond, ou au bout de seulement de. Enfin, il a vraiment tenu quasiment toute la durée du grand tour, et on peut se dire que même si c'est effectivement un échec, bon, c'est pas totalement un échec, il a 3 étapes dans les trucs quand même, dans l'escarcelle, donc ça va quand même, il rentre chez lui pas complètement failli. Mais je veux dire que c'est ce qui lui manque, comme je disais, c'est seulement 3 jours. C'est au niveau de l'entraînement, quand t'es aussi fort pendant 18 jours sur 21, je pense que voilà, j'ai pas l'impression que c'est qu'il est dans une impasse à viser un grand tour, quoi. C'est-à-dire que voilà, il a totalement les capacités. Non, mais c'est. Il a 25 ans, donc c'est beaucoup trop tôt dans tous les cas pour tirer ce genre de conclusion. Et puis c'est le premier grand tour où il va chercher le maillot, qu'il le porte, aussi, ouais. il le porte quasiment pendant 2 semaines. Faut pas négliger non plus la charge de pression, de perte de récupération que ça peut représenter. Il claque 3 étapes, donc c'est encore plus de podium, encore plus de sollicitations. Toute la pression de représenter une équipe et d'être d'un seul coup mis sur un piédestal en se disant bah voilà, là on a un maxi crack, il va gagner le Giro, c'est sûr. Bah et voilà, peut-être qu'il a pris d'une part un manque physique parce qu'il a payé aussi le fait d'avoir une plus de jours de course que pas mal de ses adversaires en première partie de saison. Et puis il y a aussi tout l'épuisement lié à tout ce qui est annexe, donc ça fait quand même pas mal de cumul. Surtout que c'est un Giro qui est couru rapidement. Il y a quand même rarement eu des jours où c'était fumage de pipe, belote et discussion au fond du peloton, quoi. Ça a cravaché tout le temps, donc il y a un moment, c'est pas anormal, on va dire, qu'il le paye en milieu de 3e semaine. Et surtout D'accord, aussi, ok. c'est qu'il a perdu un gros équipier, en tout cas pour lui. Ça aurait pu être la présence de Chavez, qui aurait pu être sûrement très 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 positif pour lui. Il manque de Paul, il a eu son allergie, et je sais même pas s'il a fini le Giro en fait. Mais ça aurait pu changer la donne. Il a terminé. il a fini. Il a même pris un tour sur le circuit de Rome par le peloton des sprinters. Après, tu vois, dans tous les cas, vu comme Yates a craqué, Chavez ou pas Chavez, Non, mais après, il tactiquement, aurait pas tenu. Enfin, vu comme il a explosé, si Chavez avait Mais il été a dans aussi explosé l'équation, parce qu'il avait plus d'équipipiers aussi. ah non, bah non, dans le Finestré, il se fait emmener et Oui, c'est non, ses mais- équipiers qui sont obligés de se laisser décrocher, quoi, tellement il est. mais l'idée d'avoir un Chavez placé au général, je pense, aurait un peu plus figé, entre guillemets, les envolées de ses adversaires ou les tactiques de ses adversaires. Parce que l'idée d'avoir Mitchelton qui a deux mecs potentiellement pour le général, ça cadenasse un petit peu les stratégies chez les autres équipes. Peut-être qu'on aurait justement une fin de Giro moins folle si Chavez avait été aux côtés de son... Froome, dans tous les cas, il serait passé à l'attaque. Oui, Il y a un moment, peut-être, faire oui. quatrième D'ailleurs, ou deuxième, il s'en fout. Il s'en tamponne complètement le coquillard. Lui, il courait pour gagner le Giro. Donc, dans tous les cas, il serait passé à l'attaque et dans tous les cas, Yates aurait certainement fini par passer par la fenêtre. Alors moi j'ai entendu, il s'en tamponne complètement le cocard. Alors s'il te plaît, déjà qu'il est dans la merde, Le hein, coquillard. Brian, là. Non, Ah, on parlera de coquillard plus tard quand on parlera des Vas-y. tours d'une semaine qui arrivent. on va pas le frapper, il a déjà assez de mal comme ça. Hein. Un autre qui a craqué. Voilà, bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour sur Yates. Du coup, parlons de l'autre craquante, très impressionnante. C'est celle de Pinot, le lendemain, donc l'étape 20. Alors Pinot, j'ai envie de dire que c'était encore plus impressionnant, la décompression qu'il nous a fait, parce qu'il était à l'arrêt sur son vélo. Et aussi, la différence entre les deux cas, entre Yates et Pinot, c'est que Pinot, c'est pas la première fois. Alors, peut-être sans doute la première fois dans d'une telle mesure, bon, même si on l'a déjà vu bien craquer sur le Tour de France notamment, mais ça devient une assez mauvaise habitude, ces craquantes de Pinot. Alors, une craquante là qui surtout est
hyper frustrante parce qu'elle intervient lors de la dernière étape de montagne, quoi. C'est surtout ça qui nous met un petit peu la rage en tant que Français. Là, on s'attendait à avoir un Français tout simplement potentiellement sur le podium du Giro et finalement, il sera même pas dans les 10. Je crois qu'il termine 16e. Voilà, Enfin, 16e, 16e, mais il termine même pas le Giro après. Non, mais il a Oui. abandonné, ouais. Oui, voilà, c'est Enfin, après il abandonne. Ouais. Il finit surtout à l'hôpital. Surtout, ouais. Donc voilà, le Capino, qu'est-ce que vous avez à dire sur le cas du Français et sur ces craquantes qui commencent à se multiplier un petit peu Allez, Alex, je te laisse commencer. L'enfoiré. En fait, j'ai jamais prono Pinot dans mon top 6 sur les pronos et je me dis après le Finistère, ça y est, il va faire son étape demain. Eh ben non, magnifique. Donc la seule fois que je le mets dans mes pronos, il craque. Bon. Bah, je saurai pour la prochaine fois. Non mais franchement, Pinot, en fait, c'était super courageux, je trouvais, de juste finir l'étape et pas avoir directement abandonné quand il a lâché. Et ça, franchement, j'ai trouvé que c'était absolument énorme. Après, bien sûr, c'est décevant parce qu'il finit pas le Giro, il prend pas le podium dont il rêvait depuis qu'il avait fini 4e. Non, c'est décevant pour lui, c'est décevant pour nous, mais au final, je pense que c'était inévitable parce que quand même il avait dit qu'il était malade et il a dit aussi qu'il avait peur que les jambes le quitteraient à Cervinia après la tempête du Finistère et tous les efforts qu'il a dû faire lui-même pour rester accroché à Dumoulin et aux 2 ratons sud-américains. Donc voilà. Bah, franchement, je suis déçu qu'il n'ait pas fini de Giro, déçu qu'il n'ait pas fait podium, mais franchement, un gros GG à lui pour avoir déjà terminé l'étape. Ah ouais, bon, bah ouais. C'est vrai que j'ai rarement vu un coureur à ce point à l'agonie. Hein. Le mec était à l'arrêt complet. Il s'est fait larguer en montagne par Mats Pedersen, qui s'est fait... Je me souviens de cette image où le Danois le laisse sur place et les FDJ sont obligés d'attendre leur Thibaut national, quoi. Bertrand, ton avis sur Thibaut Pinot et peut-être écoute, le reste de la saison, qu'est-ce qu'il va faire maintenant après une telle déconvenue? Est-ce que il va pas arriver sur le Tour de France en confiance, hein? Il va pas faire le Tour de France. Déjà la question, oui, c'est aussi. Par rapport à Pinot, je pense qu'en fait il y a toujours le débat entre est-ce que Thibaut est un coureur au mental friable, c'est confère Emmanuel Barthes, ou est-ce que Thibaut Pinot est un coureur fragile? Je pense que le vrai souci de Thibaut Pinot, en fait, et très clairement on l'identifie chaque année, c'est qu'il est hyper fragile face à la maladie. Je pense pas que ce soit quelqu'un qui a un mental, un mec qui a pas un bon mental. Enfin, le mec, il était, comme tu dis, il était à l'agonie. Il avait rien à gagner, il a quand même tenu à la finir. Non, je pense que c'est quelqu'un qui a un vrai mental. Par contre, il est hyper fragile au niveau santé, donc ça c'est un vrai souci. Je sais pas très bien comment il peut régler ça, si tant est qu'il puisse, mais il sera toujours à mon avis à la merci de ça. Bon, après, on avait déjà parlé du fait que souvent à l'approche d'un grand tour, il a tendance à perdre beaucoup de poids, mais genre il est encore plus bas que son poids de forme, entre guillemets. Je crois que son poids de forme est aux alentours de 64-65 kg. Et là, il était annoncé à 63 kg au début du Giro, avec un Giro, comme le disait Yann, qui était particulièrement éprouvant, où on ne s'est jamais reposé. Oui, c'est sûr que si on est encore en dessous de son poids de forme, le système immunitaire prend tarif et voilà. Après, mais regarde, t'as un Froome, il est tout le temps à du vitam aeternam en dessous de son poids de forme, il est squelettique. Je pense que t'as aussi des coureurs. Après, oui, c'est une question de métabolisme. C'est juste que t'as des injustices. À mon avis, lui, il est plus fragile que la moyenne, tout simplement. Système immunitaire de leucémique, hein, on est à ce stade-là, parce que quel est le dernier grand tour où il n'est pas tombé malade? Parce que même l'année dernière sur le Giro, il avait dit qu'il était tombé malade au bout d'un moment, à un certain moment. Il a eu un coup de froid pendant le Giro, et il est revenu fort sur la fin, mais il a eu un gros coup de mou en milieu de Giro. C'est quasiment... La Vuelta, il me semble, la Vuelta où il avait terminé, il avait fait un top 10, je crois 7ème, il me semble de mémoire. Ouais, il me semble pas qu'il avait été malade. C'est 2013 ou 2014. Ah oui, non, ça j'ai jamais dit que ça remontait pas, mais... c'est rassurant en tout cas. Yann, je crois qu'on t'a pas entendu non plus. Moi je vous rejoins, je pense que vous avez mis le doigt sur ce qui fait mal pour le coup avec Pinot, c'est qu'il y a un souci au niveau de... Alors pas de son mental, parce que je pense que quand on arrive à se faire mal, comme il a dû se faire mal sur l'étape de Finistère, et le lendemain à finir alors qu'il avait la fièvre qu'il avait, il a quand même terminé l'étape, il était titubant sur son vélo, je pense réellement qu'à ce moment-là on peut pas parler de mental défaillant. Pour terminer un truc comme ça, faut clairement être complètement pété dans sa tête et être dans un autre délire pour réussir à faire ce genre de choses.
et à surpasser réellement la douleur. Mais ouais, il y a un problème avec, enfin physiquement il y a un problème. Après c'est injuste. Il arrive certainement avec trop peu de masse graisseuse à chaque fois sur ses gros objectifs et il le paye. Après je sais pas si c'est juste lui, si c'est aussi un reproche à faire à la FDJ en général, parce que assez régulièrement je me souviens de Demar l'an dernier par Oui, exemple aussi, sur ouais. le tour, qui a subi à peu près enfin, pas les mêmes choses, pas les mêmes symptômes, mais qui a subi aussi un problème de maladie. Est-ce qu'ils n'ont pas un souci à vouloir viser un poids de forme trop bas ou un truc comme ça? Et puis il y a le métabolisme. Pinot, faut quand même avoir en tête que sur depuis son podium donc en 2014 sur le Tour de France, il a terminé 2 grands tours, donc le Tour de France 2015 où il fait 16e, le Giro de l'an dernier où il fait 4e, et qu'entre-temps c'est un abandon en 2016 sur le Tour, un abandon en 2017 sur le Tour, un abandon en 2014 sur la Vuelta et un abandon cette année sur le Giro. Donc il y a un moment, il faut quand même se poser des questions sur pourquoi est-ce que depuis son podium, il se retrouve à chaque fois à abandonner, ou quasiment. Et je pense que la réponse est simple, c'est parce que depuis son podium, il veut viser au moins un podium, ou la victoire, mais au moins ce podium, alors qu'avant il visait peut-être plutôt le top 10, et que pour arriver à Niveau performance. à ce niveau, et ben il le paye forcément à un moment parce que trop de sacrifices quelque part. Et ouais, il y a Johan qui en parlait, qui a pas pu faire le podcast ce soir, mais même l'an dernier, il se paye une maladie sur le Giro. Il finit 4e, donc plus proche de son objectif, mais il se paye quand même la maladie pour y arriver. Donc pour moi, il y a un niveau à régler là-dessus. Et il y a un deuxième truc avec Pinot qui là pour le coup est déconnecté du coureur parce que je pense qu'il avait plus la lucidité pour se rendre compte. Mais je ne comprends pas comment sur un grand tour comme le Giro, on peut laisser un mec comme Pinot finir cette étape avec de la fièvre pour qu'il finisse en déshydratation et avec un niveau de fièvre complètement déconnant par aller à l'hôpital. Pour moi, il y a un moment, on est quand même sur des athlètes de top niveau, il y a de l'encadrement médical autour, et je comprends pas que ce soit l'équipe, que ce soit l'organisation, que ce soit lui. C'est un truc qui me rend complètement fou de voir qu'on peut laisser un athlète se mettre en danger comme ça et ne pas juste l'arrêter. C'est comme certains sur le forum faisaient le parallèle avec Diniz. avec Diniz. Ouais, mais Ouais. sérieusement, ça rend fou. C'est des mecs, mentalement, ils sont ailleurs. Ils sont ailleurs. Je pense qu'on peut pas réellement comprendre où ils sont. Ils sont dans un délire qui est complètement pété. Ça me rappelle, c'est du trail, mais Kylian Jornet qui a remporté une course après s'être déboîté l'épaule. On lui a remis l'épaule en place. Il a remporté la course. Mais à ces mecs-là, il y a un moment, il faut leur dire stop. Parce qu'ils vont trop loin. Leur mental leur permet d'aller trop loin. Et en fait, le corps, il va craquer à un moment. Et je comprends pas pourquoi on leur dit pas stop. Ouais, effectivement. Ouais, Diniz qui avait fait... Alors, Diniz, c'était pire parce que Diniz, il était malade, évidemment. Et en plus, il s'était évanoui Vider dessus, quoi. Enfin, 2 fois. Oui, ouais. Façon Non, de le mais- dire, effectivement. non, mais tu vois, c'est grave, quoi. On parle pas de. C'est des êtres humains. Ah, quoi. mais il était littéralement tombé, il s'était évanoui 2 fois pendant la course et personne ne l'avait arrêté. C'est-à-dire que ouais, c'est clair qu'on Enfin- on était au niveau extrême du danger là. Quand tu regardes Pinot, il est pas passé loin, je pense, de se taper un malaise. Hein. Ah Quand ben, tu on le vois comment voyait il est chancelant sur son vélo. Voilà. À vomir à moitié. Enfin, c'était voilà, bon, bref. Mais bon, ça c'est depuis l'histoire du sport. À chaque fois, on dit il faut écouter le sportif s'il veut aller au bout, il veut aller au bout. Mais bon, hein, Tom Simpson, il voulait aller au bout aussi. Hein, mais bon, voilà, attention, on a débordé là. Je suis parti très très loin dans la comparaison. Ne comparons pas l'incomparable, s'il vous plaît. Tout à fait. Ok, des choses à rajouter sur le Capino ou on passe à autre chose? Juste Ouais. un truc, ça me paraît un peu généralisé avec la FDJ, ce craquage à un moment. On l'a vu avec Pinot, on l'a vu avec Demar, on l'a vu peut-être même avant avec d'autres coureurs. Donc je me demande si c'est pas un problème généralisé dans l'équipe en fait. Ouais, non, mais c'est-à-dire que à partir d'un certain nombre de cas, ce n'est plus ce qu'on appelle des coïncidences. Oui, 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 non, mais voilà, après, enfin, de toute façon, c'est une réponse que nous, on n'a pas, que eux, j'espère, sont en train de chercher, parce que c'est à eux de la trouver, cette réponse. Mais en effet, peut-être que Pinot, il a aussi besoin de changer d'équipe, ou peut-être que FDJ a besoin de changer les choses, mais je pense que si on lance ce débat, on va avoir des mecs qui vont se faire péter le caisson dans tous les sens sur le forum. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Bon, après, le fait est que, au-delà même d'une dimension d'équipe, on a envie de dire que chaque métabolisme est différent, donc voilà, peut-être qu'ils n'ont pas de chance et qu'ils ont des leaders qui ont un métabolisme particulièrement fragile. Et que ce qui marche avec 4... Vraiment, vraiment pas avoir pas de chance. Voilà, avoir- non, mais après- c'est la chance dans le milliard là.
C'est ça, c'est le cas Pinot. Bon, après, Démarre, on a le souvenir de l'année dernière, mais Démarre, voilà, à part l'an passé, j'ai pas souvenir que ce soit Pareil, un ce mec. que j'allais dire, hein, c'est qu'il n'y a Voilà. pas non plus. Bon, t'as Vichot, mais Vichot, c'est des cas totalement différents. Oui, parce que c'est des blessures, Voilà. pas du tout qui sont pas liées, c'est pas lié au physique, c'est des blessures pures physiques, quoi. Je pense que. Voilà, c'est pas lié à l'organisme, je veux dire. Ça n'a aucun sens. C'est pas j'ai quand même sorti, c'est pas des blessures physiques, c'est lié au physique. Bref, voilà, vous avez compris. C'est Quoi. l'expertise. C'est ça. Ok, bon. Tout ça pour dire, est-ce qu'on n'enchaînerait pas? Alors, le problème, c'est que là, j'avais une partie sur Froome. Froome, on l'a déjà évoqué sur l'étape 19. Est-ce que vous voulez vraiment entrer dans le détail sur Froome? Est-ce qu'on peut se permettre d'analyser ce que nous fait Froome, tant c'est inanalysable, mis à part par par Châtenay-Malabry? Bah, en fait, pour l'analyser, c'est ce que me réclamait Bertrand. Il faudrait en effet avoir des données et des On les a informations sur les puissances développées, sur ce genre de conneries. Tant qu'on les aura pas, on sera sur de la spéculation à la mort moelleux. Alors, c'est cool, hein, on peut en parler 10 ans, mais on sera sur de la pauvre spéculation sans aucun fond factuel. Donc, en effet, il faudrait qu'on ait ces données et qu'on puisse les voir. Mais est-ce qu'elles seront un jour est-ce qu'elles seront Moi, données? je crois pas. Je pense que non. Mais après, pour moi, c'est pousser le truc encore plus loin. C'est que Froome fasse 1 ou 10, pour moi, il devait pas être là. Donc, Oui, ça m'énerve encore plus qu'il ait gagné. C'était On beau pour le revient- spectacle, mais ça me rend complètement fou. c'est le truc qu'on évoque à chaque fois qu'on parle de Froome, c'est-à-dire que dans son cas particulier d'un mec qui a une enquête sur le dos, qu'il soit innocent ou pas, là n'est même pas la question, même si on a à peu près tous Non, mais c'est l'idée. surtout qu'il est pas innocent. Enfin, Oui, non mais voilà, non mais, Ouais, c'est non, mais pas possible. même si on fait abstraction de cette dimension-là, même si les chiffres et l'affaire fait qu'on sait exactement s'il l'est ou pas, mais même si on laisse ça de côté, qu'on fait complètement abstraction, l'idée qu'un mec qui est sous une enquête puisse influer, puisse participer à une course est un problème en soi, et c'est un problème qu'on a déjà évoqué à chaque fois. C'est-à-dire que là, on entre dans le juridique, c'est pas des trucs qu'on maîtrise, et voilà. oui, c'est- le vrai problème, en fait, c'est qu'il soit sous enquête, c'est une chose, mais c'est surtout qu'on ne sait pas si, selon ce que va décider la commission et la justice, est-ce qu'il pourra garder son résultat du Giro ou pas. En fait, pour Aussi, moi, ouais. il est là. Hmm. Si dès le début, on lui avait dit, tu fais le Giro, et quel que soit ton résultat, garde le résultat du Giro, très bien. Tu vois, il a une influence ou pas sur la course, mais justement, cette influence, elle est légitime, parce qu'à la fin, il aura un résultat qui, dans tous les cas, sera validé. Là, on lui dit, tu fais une course, t'as l'organisation du Giro qui dit, si, on va Oui, garder mais son bon, résultat. D'un ça, côté, c'est ils du vont pi- payer 2 millions, ils vont pas dire non. Ouais, c'est et en pipeau même temps- complet parce que ça, à aucun moment ils peuvent en être sûrs, c'est même Ah oui, pas. c'est ça. Non, mais le Ils vrai sont problème, censés il est là. avoir. Alors, Benny qui nous dit que c'est l'appartient qui lui a assuré le truc, alors que c'est pas du tout l'appartient qui a l'autorité pour décider de ça ou non. Enfin, c'est du bipo complet là. On est vraiment chez les bisous. Enfin, c'est n'importe quoi. C'est cette espèce d'affaire. Hein. Il y en a un des deux qui a pipoté complètement, mais de façon absolument hallucinante. Mais je sais pas lesquels c'est des deux, mais quoi qu'il arrive, c'est assez inquiétant. Peu de doute, hein. On a quand Oui. même une idée. Hein. Assez peu de doute. en tout cas, c'est très inquiétant quand on sait que les responsabilités qu'ont ces mecs. Non, en plus, moi, ce qui m'ahurit le plus, c'est qu'en fait, Froome, il a pas voulu passer le Giro sous le radar, même si de toute façon, il avait les 2 millions du Giro, en fait. S'il a voulu prouver qu'il pouvait le gagner. Ah, mais ces mecs-là, ils ont tellement d'orgueil d'un côté que. Oui, voilà. C'est-à-dire que si on fait le bilan du Giro et qu'on voit que c'est Christopher Froome qui a gagné, un mec qui a une affaire au cul, l'image est désastreuse pour le cyclisme. Mais quand on se met dans la perspective d'un Christopher Froome, c'est-à-dire que le mec est accusé sur ces derniers mois d'avoir triché, et le mec, sa réponse, c'est il gagne le grand tour suivant. D'un point de vue purement personnel, il vient de dire fermez vos gueules, regardez ce que je peux faire. Voilà, en fait. Ouais, c'est une salope. De son. Non mais. Oh, ouais. Oh, Bien, elle a- ça c'est gratuit. Pour Non, mais- la- Toujours. non mais ce que je veux dire, c'est de son point de vue à lui, il vient de faire fermer la bouche à tout le monde en leur disant non, je n'ai pas triché, regardez ce que je fais, regardez de quoi je suis capable. Pour lui, il sort du Giro en ayant l'impression d'avoir prouvé au monde entier que que son affaire est une non-affaire, parce que voilà quoi. Bon, et en tout cas, l'idée d'avoir remporté le Giro comme de la manière dont il l'a fait, pour lui, il a l'impression que c'est une victoire, alors que tous les observateurs du vélo et qui appartiennent pas à l'équipe Sky sont désespérés de par l'image que ça transmet pour ce sport, quoi. Mais bon, Ah bah là, clairement, Ma- il ma- s'est fait du bien à l'ego, mais il a chié sur le vélo. Enfin, exactement chié ça. sur le monde du c'est cyclisme. ça.
Malheureusement, le monde du cycliste, on le constate, hein, que ce soit avec l'organisateur du Tour de Flandre, l'organisateur du Giro, est en train de prendre un virage, moi, qui m'inquiète un peu. Et quand tu parles le monde du cycliste, il n'est pas si unanime, hein. Ah, mais tout à fait. T'as des anciens pros qui défendent, qui disent qu'il faut pas toucher, il faut surtout pas parler de ce genre de sujet. Enfin, Et même, tu sens une omerta quand même. C'est en train de revenir. Moi, je revois des comportements que je voyais pas auparavant, des comportements qu'on voyait pendant justement les années 2000. Moi, Ouais, mais- je ne te cache pas que ça m'inquiète un peu. il y a aussi énormément de coureurs qui sont là, eux, pros, qui justement condamnent tout ce qui s'est passé récemment. Énormément. Et c'est ça qui fait plaisir aussi. C'est-à-dire que, Et- comme tu dis, il y a un conflit générationnel parce que la nouvelle Ouais. génération justement veut mettre fin à cette omerta. Il y a un vrai désir, en tout cas pour beaucoup d'entre eux, quoi. Je suis pas, enfin, alors là pour le coup, je suis pas totalement d'accord parce que énormément, à part Bennett et les quelques déclarations qu'on a eues du Moulin, voire celles de Tony Martin en début d'année, tu en as entendu beaucoup. Non, non, mais après, c'est même pas forcément sur la participation ou pas de Froome au Giro, c'est sur l'affaire Froome en elle-même. Il y a le nombre de coureurs qui ont parlé de l'affaire Froome dans des termes où clairement ils condamnaient ce qui avait été fait. Bardet l'a fait, même au sein de l'équipe, je crois que Geniez aussi a envoyé des taquets sur Froome de mémoire. Enfin, Mais il y a tout quand le même. monde en a placé une Voilà, sur Froome, presque. tout le monde Mais en a en passé une fait, sur Froome, hein. Là où il y a la vraie différence par rapport aux années 2000 dont tu parles, Bertrand, c'est que là, on sent que ça gêne réellement des gens dans le peloton, alors que dans les années 2000, on le savait pas. Tu vois, enfin, on le savait pas dans le sens où les gens dans le peloton, on n'en parlait pas, et il y avait une vraie omerta. Maintenant, il va falloir voir si d'ici 5 ans, les mecs continuent de l'ouvrir et arrivent à mettre un peu au banc tous ces gars-là qui trichent ou essayent de trichoter ou jouent avec la limite, ou si ça se remet à prendre le dessus et où on cherche juste la Ah. performance, quel que soit le moyen. J'entends ce que tu dis. Après, moi, ces gens-là, j'aurais bien aimé les entendre pendant le Giro aussi. Et je trouve qu'on les a assez peu entendus. Alors après, c'est un vœu parce que, bon, bien entendu, c'est simple pour moi de le dire derrière un micro. C'est beaucoup moins simple pour une personne qui est directement dans le milieu. Mais voilà, je trouve que c'était plus facile d'en parler il y a 6 mois que d'en parler maintenant. C'est peut-être plutôt maintenant qu'il aurait fallu en parler. Ouais, Et après, d'ailleurs- tu vois, pendant le Giro, et d'un côté, c'était pendant les 2 derniers jours du Giro, quoi, qu'ils pouvaient en parler. C'est Donc sûr, là, parce Tu vois, que. c'est Zoncolan. pas comme s'il avait tout fait péter dès le début. Ouais, mais Zoncolan, et d'un côté, le lendemain ou le surlendemain, il repète. Donc tu te dis, bon, bah, tu vois, pour moi, le Zoncolan, il me choque pas. Je me dis, bon, bah, il a fait du bon Chris Froome une journée. En plus, là, pour le coup, on a à peu près réussi à obtenir des données et son temps d'ascension est pas surréaliste. Il est même moins impressionnant que d'anciens temps d'ascension. Il y a Yates qui suit. Il y a les mecs qui finissent pas si loin que ça. Tout le monde parlait de plusieurs minutes sur le Zoncolan, machin. Même Pinot qui se prend un éclat, il est à quoi, 40 ou 45 secondes. Et le lendemain, Chris Froome, il paye. Donc tu dis, bon, bah, il C'est a vrai. fait une grosse C'est journée, vrai. et derrière, il a pris tarif. Mais regarde, un signal aussi que tu peux avoir. Après, bon, là encore, j'extrapole un peu, mais regarde l'étape, enfin le simulacre d'étape qu'on a eu dimanche. C'est Froome qui décide de l'annuler quelque part. Ça a été Ouais. confirmé, il me semble. Mais ça, tu vois, j'ai envie de te dire, moi, ça rejoint le. Enfin, ça, il a Il y fait. a Quand deux Chellara avait personnes- fait la même. Enfin, bon, ça, c'est Non, mais juste. je suis Ouais, particulièrement beaucoup de gens énervé qui ont contre la même 2 personnes, moi, sur ce Giro. Il y a Chris Froome, parce que pour moi, il devait pas être là. Mais l'organisateur, Veni, j'ai encore. Enfin, ce mec, j'en peux plus, quoi. Pour moi, tu peux pas faire ça. Et je pense que c'est là où ça a tout son sens. D'un côté, Froome a le maillot rose. Il l'a payé 2 millions pour qu'il vienne sur son tour. Le mec, il veut juste que le mec, il parader tranquillement et gagner son étape. Il a fait une étape complètement débile avec un tracé à la con, avec des travaux, avec n'importe quoi, avec des voies qui résistaient, avec des virages, avec ce qu'il fallait pas faire. Et ben voilà, Froome il lui a dit t'annules. Le gars il dit bah d'accord, j'ai Froome qui vient me parler, je lui ai filé 2 millions, il a le maillot rose, il va gagner le Giro et faire un gros doigt d'honneur à tous les suiveurs du cyclisme. Bon bah j'arrête. Ouais, c'est sûr. Et puis Et puis, voilà. le parcours, il était un peu tracé pour Froome, hein. Il n'y a pas vraiment d'étape qui était difficile, on va dire. Il n'y a pas eu d'énorme enchaînement de col à part le Finistère, en fait. Ouais, non, mais c'est comme on le disait, toutes les difficultés étaient vraiment rassemblées sur la dernière semaine. Ça en devenait un petit peu. C'est pas ridicule parce que le tracé avec quand même des beaux trucs. On sait pas du tout. Moi, je trouve qu'on s'est pas du tout ennuyé. Mais le côté ces dernières années sur le Giro. Enfin, le parcours, il est dégueulasse à la base, hein. Je suis désolé, mais c'est la seule manière. Tu veux nous refaire ton analyse que Oui. tu faisais en backstage sur le Finestré ou pas?
Bah ouais, non mais je m'en cache pas en plus, je l'avais dit, les 40 bandes ça va tuer la course en fait, après le Finistère, parce que j'ai l'impression que ça a été fait là pour annuler le Finistère, au final ça l'a pas fait parce que Froome a attaqué, mais si Froome n'avait pas attaqué et que tout le monde passait le Finistère, il y aurait jamais eu d'attaque jusqu'au pied de Jaffro. Non, mais Oui, oui, ça, je pense que, ok. t'as raison, mais Ouais, ça, carrément. c'est la cyclisme science-fiction, qu'on le saura jamais, finalement. Finalement, l'étape a joué son rôle de. Enfin, le Finistère a joué son rôle de dynamiteur, quoi, mine de rien. Donc voilà. Ouais, bon. On peut pas Ouais, mais dire à que la l'étape a base, été à mal la tracée. base, techniquement, si on. Je veux dire, c'est de la spéculation comme tu dis, mais à la base, le Finistère, il était juste là pour faire joli en fait. Mais non, mais enfin, tu décides d'un truc qui est ton point de vue et tu décides que c'est une vérité universelle. Bah non, à la base, il a mis le Finestré dans son parcours parce que pour X ou Y raison. Après que tu penses que ce soit fait que pour faire joli, bah c'est ton droit. Il n'empêche que, vu la gueule du col et vu ce qui s'est passé, bah on peut pas dire qu'il était mis pour faire joli à la base. Moi, si j'ai des reproches à faire du côté de Veni, c'est comme je disais ces dernières années, l'idée que la troisième semaine est la semaine décisive où on concentre toutes les difficultés, qui est un petit peu abusée, et c'est surtout ce grand départ en Israël absolument mais dégueulasse, mais de point de vue purement fait, c'était des étapes chiantes à mort, fait, c'était pas possible. Quitte à faire un départ à l'étranger, je m'en fous du pays, je veux même pas parler des pseudo-polémiques là, oui ils ont payé leur départ, mais faites des trucs intéressants, je suis désolé, il y a des routes en Israël qui sont plus intéressantes et des tracés bien mieux à faire que ces deux pauvres étapes de plaine toutes dégueulasses quoi, sur des autoroutes. Après, à Quoi. mon avis, c'était surtout un moyen de faire parler du pays en montrant les bons Oui. côtés, les bons endroits du pays. Donc, ils voulaient pas vraiment aller sur des routes loin où en fait tu peux pas montrer les jolis côtés d'Israël où c'est plutôt des Bah, c'est genre sûr il qu'ils y a avaient que pas des très pins envie et d'aller les Attention, Ah, on ça est, a près- coupé on est au tout bon près, moment, là. tout près du dérapage là. Ah non, mais bon. Voilà, bon, voilà. mais quitte à faire une étape touristique en Israël, à la rigueur, sur les 3 étapes, bon, tu fais un contre-la-montre. Bon, à la rigueur, si tu dois faire une étape touristique sur 3 jours, tu réserves en effet une journée où tu passes là à Tel Aviv, Jérusalem, là, et tu fais le tour des cartes postales, entre guillemets, et après, tu as moyen de faire tes 2 autres étapes sur des tracés intéressants d'un point de vue course, quoi. Ah Je oui, suis non, mais d'accord. très clairement, mais ils ont vraiment très clairement chié dans la colle à ce niveau-là. Mais à niveau de tout le Giro en général, le parcours est immonde, quoi. Non, mais parce que Théo, tu fais rentrer une variable dans l'équation qui, je pense, n'était pas du tout présente, c'est le point de vue course. Pour moi, le plus gros problème sur ce Giro, il y a pas mal d'exemples qui l'ont mis en avant, c'est que l'objectif, alors même si on a eu une très belle course, hein, ça je le remets pas en question, l'objectif, c'est pas ce point de vue de course. L'objectif, c'est le point de vue thune. Et au niveau argent, ils ont fait le grand départ en Israël parce que j'ai perdu son nom au millionnaire canadien qui est en Israël, qui est sur Israel Cycling Academy, mais parce que lui, il a allongé la monnaie, il a payé Froome pour qu'il vienne, il s'est adapté aussi un petit peu certainement à Froome, mais je pense que là-dessus, il y a un vrai problème d'équité sportive à partir du moment où tu payes un coureur. Et clairement, à aucun moment, ce Giro, le but premier, c'était le parcours. Le but premier, c'était l'argent, et puis c'est tout. Ce qui est absolument dégueulasse sur une étape, enfin sur un grand tour comme ça où tu favorises une équipe ou je dirais 2 équipes en ce moment. Techniquement, c'était la Israel Cycling Academy sur le départ pour les faire venir et la Sky après. Mais clairement, ça devrait. Enfin, je comprends même pas en fait comment ça peut être autorisé qu'un organisateur de grand tour file de l'argent à un cycliste en particulier pour venir sur son épreuve. Pour moi, s'il y a une dotation, ça devrait être une dotation pour les équipes. Et La dotation vis-à-vis d'individualité a toujours existé, mais mais après, ça a jamais, enfin, déjà, ça a jamais été communiqué comme ça l'a été là, et ça a jamais été dans des sommes aussi astronomiques que là. Ça, Donc c'est le cas particulier en fait qui dérange. Mais après, le principe en lui-même existe depuis des années. Des gens qui Et disent même sur ouais, PCM en plus. oui. Ouais, mais tu vois, ouais, mais c'était souvent c'est plus avec les équipes et sur les grands tours, j'estime que c'est un truc qui devrait pas être présent. Les grands tours normalement ont déjà leur prestige et l'aura autour d'eux. C'est pas pour faux, ça, avoir c'est pas besoin de faux. Parce que c'est pas faux parce que entre guillemets les courses qui mettent ça en place sont surtout des courses entre guillemets c'est ça. continentales où ils proposent viens faire la préparation ici, c'est une tête d'affiche. Enfin voilà. Non, mais typiquement ce qui s'est passé avec Quickstep sur le Baloise où ils sont pas allés parce que ils touchaient plus de dotation en allant en Norvège. Oui, et puis Autant même pour C'est un tour absolument dégueulasse en plus. j'ai souvenir aussi que dans ses premières années d'existence, le Tour du Qatar était réputé justement pour
donner des primes aux gros sprinteurs pour qu'ils viennent faire leur entrée sur cette course. Voilà. Mais après, mais après le Tour du Qatar, c'est pas le prestige du Giro, quoi. Le Tour du Non, mais Qatar, voilà, non, mais c'est ce que je te disais. Une étape plate, une étape chrono, ouais, c'est bon. C'est ouverture de course, c'est c'est même pas une World Tour. Oui, non, mais voilà, je te dis, c'est quelque chose qui se faisait, entre guillemets, pas sur des courses de gros prestige, mais sur des nouvelles courses, entre guillemets, continentales qui étaient un peu riches, qui voulaient faire venir une start list. Et puis en soi, il n'y avait pas cette dimension aussi malaisante que celle de peut-être sur le Giro, vu que c'était pour ces coureurs qui étaient invités, à qui on propose de l'argent, c'était des courses de préparation, etc. C'était, voilà, au lieu de faire le Tour de l'Algarve, je vais aller au Qatar. Enfin, d'un point de vue sportif, la différence n'est pas énorme quand tu regardes le bilan de la saison du mec, quoi. Si c'est un Cavendish, par exemple. Tu vois, au Tour de France, ça ne change pas grand-chose d'avoir fait le Qatar plutôt que l'Algarve. Voilà, il y a moins ce côté, le mec va pas axer toute sa saison sur une course parce qu'il va y avoir une prime sur cette course. Et c'est peut-être ça aussi qui rend la pratique sur ce Giro très, très gênante, quoi. Mais bon, même si elle n'est pas nouvelle. Mais dis donc, on est bien parti en live, hein, parce qu'à l'origine, on voulait juste parler de Froome, mais on est parti sur le parcours, sur la corruption. Sur Vény la raclure. Également. Moi, Vas-y. J'ai encore un truc à dire sur Froome parce que c'est un sujet, à mon avis, inépuisable. Là, on a vu ce matin une interview de l'Appartient qui dit que le cas sera vraisemblablement pas traité avant le Tour de France. Donc, on va se retaper une comédie similaire au Giro pendant le Tour de France. Non, mais Froome, il va pas faire le Tour. Sauf si Prudhomme, il dit non. Prudhomme, il moi, si Prudhomme dit non, Froome, il a dit qu'il voulait le faire. Hein. Non, mais est-ce que je lui dis cordialement d'aller se faire voir, il lui dit cordialement d'aller. Ouais, non, mais comment il peut Non, il peut se le permettre parce que le Tour de France, c'est la course en fait. C'est le grand tour. Si Prudhomme lui dit non, bah Froome il peut rien faire. Après, est-ce que juridiquement, il a le droit de dire, enfin, d'un point de vue sportif, est-ce que l'organisateur d'une course peut dire à un coureur, non, toi, tu ne viens pas? Je crois que c'est d'un point de vue image. Si l'image du coureur nuit à la course, de mémoire, ils peuvent en termes de règlement. Franchement, je pense que Amaury Sport Organisation, ils ont. Oui. Il faut aussi le martirail juridique s'il faut trouver une faille. S'il y a une course, s'il y a une organisation qui a peut-être le moyen financièrement de lutter avec la Sky, c'est sans doute Amaury Sport, tellement ça brasse financièrement le Tour de France et c'est sans commune mesure avec toutes les autres courses du calendrier. C'est vrai, après la Sky a quand même une puissance de feu assez démentielle, on voit bien, même l'UCI a du mal à faire face. Si l'affaire Froome n'est pas réglée encore, c'est encore et toujours plutôt à cause de Sky qui joue la montre. C'est clairement leur seul objectif depuis que cette affaire est éclatée, c'est de jouer la montre. C'est-à-dire qu'ils disent on a besoin de temps pour prouver ceci, ça, et basiquement... bonsoir d'ailleurs, hein, passage. Voilà, c'est pas faux parce que toi tu l'avais annoncé depuis longtemps. Ils délayent le verdict à chaque fois en espérant que justement que finalement ça n'impacte pas le programme de Froome sur cette saison 2018. Et finalement, jusqu'à présent ça marche, hein, malheureusement. Mais après, dans le cas où il y a un bras de fer entre Prudhomme et Froome sur la participation ou pas du Britannique sur le Tour de France, dans le sens, si jamais ça va en justice, comment ça se passe? Est-ce que c'est... si ça va en justice, ça ne sera jamais réglé au moment où le Tour de France prend le départ. Est-ce que du coup, Froome prend le départ avec un procès en cours avec Amaury Sport Organisation, ou est-ce que Froome ne prend pas le départ avec un procès? Même dans ce côté-là, c'est qui tranche là? C'est le tribunal arbitral du sport qui décide non, vous n'avez pas le droit de l'interdire. En attendant, on va voir ce que ça donne. C'est là, on va rentrer dans l'espèce de... faut que Prudhomme il se grouille en fait. De prendre sa décision. Enfin, en tout cas, faut la faire avant que Froome dise j'y vais. Je pense que Lucie veut se grouiller depuis 8 mois, mais ils n'y arrivent pas non plus, hein, parce qu'ils sont bloqués par des... Moi, je suis pas optimiste là-dessus. Hein. Aujourd'hui, j'ai pas de signaux qui disent Prudhomme ne s'est jamais positionné en disant ce sera non. Oui, donc aussi. La porte est ouverte. Et généralement, quand la porte est ouverte, c'est pas forcément bon signe. Ouais, mais de toute façon, au fur et à mesure qu'on approchera du tour, l'affaire elle va forcément ressortir et Prudhomme il va forcément se faire poser la question par des journalistes, etc. Et il sera obligé qu'il pourra pas contourner la question, quoi. Contourner, surtout... non, mais enfin, c'est pas pour autant qu'il répondra par l'exclusion de Froome. Prudhomme, il a jamais dit clairement non. Après, il dit aussi qu'il estime que... Là, je suis en train de relire en même temps un article où il était interrogé par Ouest France. Il dit aussi que pour lui, il y a 2 choses à faire. Qui en premier, c'est la réponse au cas Froome parce qu'il voulait que ce soit réglé rapidement. Et le 2, de changer les textes pour qu'il y ait une suspension provisoire sans préjuger de la faute. Donc... Ah, mais c'est ce qu'on dit dans le podcast depuis à chaque fois qu'on évoque l'affaire. Hein. Oui, mais c'est ce que Prudhomme dit aussi. C'est dans le sens où lui, il veut aussi qu'il y ait cette suspension. Donc, à ce moment-là, ça serait aussi logique
qu'en tant qu'organisateur, ils disent bah niet. Mais Non, après, moi, mais je tu suis peux avoir la lecture inverse. Tu peux très bien dire que du coup, comme il n'y a pas ce point ce point de règlement, il peut aussi dire, vu que ce point de règlement n'existe pas, du coup, on est obligé de laisser Froome rouler. Tu peux l'interpréter de deux façons. Oui, Ouais, non, moi mais je suis un peu d'accord avec Bertrand parce que Froome annonce depuis X mois qu'il va faire Giro Tour et durant tout ce laps de temps, Prudhomme s'est jamais prononcé sur ça. Enfin, le fait qu'il remette jamais en question la participation de Froome au Tour de France, sachant qu'il a l'affaire qu'il a au cul, moi ça me donne pas, ça me met pas en confiance vis-à-vis d'un Prudhomme qui dira niet à Froome en juillet. Hein. En fait, très clairement, Prudhomme, et comme beaucoup, hein, Prudhomme, il attendait il espérait que ça se réglerait aussi peut-être, ouais. judiciairement auparavant. Je pense qu'il est bien dans la merde là. Hein. Ouais, là effectivement, comme beaucoup de gens, hein, j'ai envie de dire, hein, c'est pas le seul, hein, mais bon. Bon, Mais les de toute gars, façon, même Froome, après, là, il a perdu mais énormément en popularité. Le peu de popularité qu'il avait avant, il l'a dégringolé avec sa victoire sur le Giro. Alors, le public français, qui est pas vraiment un public très sympathique, j'ai envie de dire, je suis désolé, on est vraiment... il y a certaines régions françaises où ça a hué Froome, très clairement, je pense au Tour la dernière fois, il s'est fait jeter de la piste dessus, il a été hué, sifflé. Même sur le forum, en ce moment, ça parle de... il Oui. faut qu'il lui arrive quelque chose de mal, calmez-vous, quoi. Mais j'imagine même pas ce que ça va être si Froome prend le départ sur le Tour cet été. Ça va être... À mon avis, il va devoir faire le Tour avec 2 bodyguards à côté, quoi. Je suis pas persuadé. Il a déjà vécu énormément il y a 3-4 ans. Quand il faisait ses attaques sur le Ventoux, je me rappelle. Là, c'est pire parce que techniquement, le grand public français, celui qui est pas vraiment informé, il croit que Froome est dopé puisqu'il a été contrôlé, Mais positif. en fait, Pas positif, mais, non, mais il connaît- c'est surtout à Sky de régler ça. Il y a un moment, c'est Sky reste son employeur et peut décider de ne pas l'aligner sur le Tour aussi. Si Sky a un Non. minimum de jugeote et se rend compte que ça va partir en sucette, c'est aussi à eux de dire non. Et Non, mais ça- je veux dire, ils ont assez de coureurs, quoi, pour. Ils le feront jamais. Ils le feront jamais. Sinon, ils l'auraient fait depuis tellement longtemps. Même le Giro, ils l'auraient fait. Bah, je sais pas, franchement, je sais pas. Peut-être que pour le Tour, J'y crois ils pas. auront aussi un peu le recul de se dire que ça commence à aller trop loin et que la prise de risque sera présente sur le Tour. Mais ouais, bon, contrairement- après, il y a quand même de grandes chances que ça aille pas plus loin que des huées. Hein. Je fais des espèces de films là. Voilà, même si le public français est effectivement peut-être réputé pour être un des publics les plus difficiles et les plus tendancieux vis-à-vis de certains écarts, enfin, c'est des mecs qui, au bout d'un moment, c'est des touristes qui veulent. Le public français est pas forcément très connaisseur aussi, hein, on peut le dire. C'est des mecs qui veulent voir passer des mecs en vélo, quoi. Est-ce que vraiment il y en a vraiment beaucoup qui vont s'attarder sur ce détail? C'est parce que pour certains, c'est juste l'expédition juillettiste, le Tour de France. Hein. Je suis désolé de le dire comme ça, mais c'est aussi une vérité. Mais bon, Et après, je pense- il pour suffit beaucoup de aussi, trois mecs pour que ça fasse qu'il y ait une merde, c'est sûr. Il en suffit de 3 blaireaux particulièrement attaqués pour qu'il y ait un problème. Mais bon. Après, pour Froome, honnêtement, une bonne partie du bon public, il est déjà dopé depuis le départ. Hein. Donc, je suis pas sûr, sincèrement, que ça change énormément. Les gens, en plus, c'est un contrôle, ça date de septembre. Bon, les médias vont le rappeler. Mais honnêtement, pour ceux qui étaient Surtout, il va déjà aussi se faire persuadés que assassiner Froome dans la est dopé, presse. je pense honnêtement que ça changera pas grand-chose. Toujours est-il que donc du coup, revenons au Giro, recentrons les débats, revenons à 2 coureurs. On a parlé d'un coureur qui n'était pas très populaire, Christopher Froome. Parlons de 2 coureurs qui ne vont pas être très populaires après ce Giro d'Italia. Je veux bien sûr parler des 2 Sud-Américains, Miguel André Lopez et Richard Carapaz, qui ont fait péter des câbles à beaucoup de gens de par leur attitude de raton, on peut le dire, attentiste, profiteur, utilisez n'importe quel mot que vous voulez. Mais toujours est-il que, au final, nous avons Miguel André Lopez, qui est 3e du classement général, le coureur d'Astana, et Carapaz, qui est 4e du général pour son premier grand tour en tant que leader, à un niveau où personne ne l'attendait, sauf Bibi, évidemment. Hein, voilà, c'est le moment où je me gargarise dans le podcast parce que je l'avais annoncé depuis un moment. Bon, je vous annonce, je l'avais annoncé pour un top 10. Hein, le top 5, j'y croyais même pas, mais bon, tant mieux, hein, je l'ai sur Rival, donc ça m'arrange. Parlons de ces 2 coureurs, parlons de leur attitude en course. Je suis sûr qu'il y a plein de choses intéressantes à dire sur leur personne après ce qu'ils ont montré sur cette dernière semaine de course. Qui veut se lancer en premier? Allez, Moi, Yann. bien. Hein. Ah, Bertrand, allez, Bertrand, et après on dira à Yann. Tout le monde. Alors, en fait, pour Lopez, tu as 2 façons de voir les choses.
Parce que t'as la façon, entre guillemets, Lopez, il est arrivé sur le Giro, c'était le feu follet, c'était le coureur flamboyant, on l'attendait. Moi, j'attendais qu'il nous fasse des victoires d'étape, qu'il parte dans des raids solitaires. Il avait très bonne réputation. Le Finestré, c'était lui que j'attendais, c'était pas l'asthmatique. Et clairement, on n'a pas eu ça. Donc forcément, je pense qu'on est énormément déçus. Après, dans les faits, on peut pas dire pour moi, il a réussi son Giro. C'est terrible à dire, hein. Moi, ça me fait de la peine parce que c'est pas le genre d'attitude que j'aime. Le mec, il est sur le podium, quoi. Donc, il a réussi son Giro et je pense qu'il aurait signé depuis le début. Pour ça, donc, on est déçus, mais je pense qu'honnêtement, si on regarde d'un point de vue purement pragmatique et qu'on enlève le romantisme, quelque part, il a réussi son Giro et je peux que lui dire bravo. Alors, son attitude, elle est moche, très clairement. Elle n'a pas fait rêver, mais néanmoins, il a réussi son pari. Et Carapace, je pense qu'il était déjà bien heureux d'être à ce niveau-là. Je pense qu'il s'y attendait pas. S'y attendait peut-être, pas grand monde s'y attendait. Donc, quelque part, il a réussi aussi. Donc, j'étais sévère au début. J'ai tendance à l'être moins. Effectivement. Pas sûr d'être le seul. Je sais pas si les autres vont partager. Mais voilà, le pragmatisme doit l'emporter peut-être sur le romantisme. Ouais, mais Yann, on l'aime beaucoup ce romantisme, tu crois pas? Allez, défonce-moi Mais non, c'est compliqué parce que là, typiquement, les deux, ils ont mis en application le bon vieux la fin justifie les moyens. Les mecs, ils partent de. En fait, on pouvait leur tirer dessus quand à la 8e étape, ils commençaient déjà à faire leur cul à la con et ils nous rendaient complètement fous. Là, quand ils sont avec Dumoulin, Reichenbach et Pinot, ouais, ça fait chier. Réellement, ça fait chier. On a envie mais parce qu'on a aussi envie de voir Dumoulin, Pinot revenir sur Froome. Tu vois, il y a aussi ce petit paramètre qui est à prendre en considération quand on revoit le tout et qu'on doit le juger. Mais réellement, Bertrand a plutôt bien résumé la chose. Il y a un moment, ils avaient raison de se battre de cette façon. Très certainement, quand on voit le résultat, Lopez finit quand même 3e, Carapaz 4e. Éventuellement, Carapaz a pas été assez entreprenant pour aller renverser Lopez. Après, non, c'est pas éventuellement, il a fait de la merde, Carapaz. Ouais, après, faut aussi relativiser à chaque fois la perf par rapport à la carrière du gars, à quel moment, à son équipe aussi, on parle de Movistar, et à la culture. Non, mais c'est important de mettre tout ça en corrélation et de le voir. Carapaz, le mec, il est top 4 avec une victoire d'étape. Il a quel âge? C'est un minot, il a 24 ans. Voilà, c'est un minot, c'est la première fois qu'il est leader, c'est avec un top 4. Sur un Giro où c'est parti dans tous les sens, n'importe comment, où on a eu des pétages de questions de l'espace, où Pinot prennent des valises. Ouais, mais il fait 4e, mine de rien. Alex, vas-y, continue. C'est une place dégueulasse quand même. Je veux dire, autant Lopez, je suis d'accord. En fait, tout simplement, et lui, il marquait Carapaz parce qu'il voulait le maillot blanc. Il a même eu en prime la place sur le podium. Pour moi, j'aimerais pas dire justifiable, mais je vais le dire quand même, c'est justifié qu'il ratonne comme ça, comme un connard. Mais Carapaz, c'est juste inadmissible. Le mec, il a déjà gagné son Giro. Enfin, techniquement, son Giro est réussi. Il est techniquement presque assuré de finir sur top 10, voire un top 5. Il a déjà remporté une étape, ce qui n'est pas le cas de Lopez d'ailleurs. Et il peut même aller chercher le maillot blanc s'il fout une attaque. Donc c'est-à-dire qu'il peut même remporter le gros bonus, c'est-à-dire le maillot blanc. Et le mec, ce qu'il fait, c'est une attaque à genre 2 bornes de l'arrivée à Jaffro, où il espère reprendre tout son retard sur Lopez, et au final, il gagne 20 secondes. Et sur Bruce Hervinia, il ratonne comme un porc, alors que la Movistar a même tenté à un moment d'accélérer le rythme dans la 2e difficulté. Mais sinon, c'est tout, quoi. Donc, moi, c'est pas vraiment Lopez avec qui j'ai un problème, où c'était presque logique de ratonner comme ça. Mais Carapaz, ouais, c'est cool. Il était cool en première semaine, mais après, il a vraiment changé. Après, est-ce qu'il avait aussi les moyens? Il y a aussi ça qu'il faut. Bah oui, la preuve, c'est son étape à Barnonecchia où il laisse tout le monde sur place dans le Jaffro. Il aurait attaqué plus tôt, il aurait repris beaucoup plus. C'est vrai que le sprint qu'il fait sur l'étape du Finestré, effectivement, à Jaffro, le sprint qu'il fait laisse entrevoir qu'il avait énormément de force et qu'il aurait sans doute pu s'échapper un peu avant s'il avait assumé un petit peu. Mais bon, là, il a certainement couru un peu à l'envers, mais oui, je pense qu'il faut aussi voir il s'est certainement passé 15 milliards de trucs dans sa tête. Alors ouais, il a un peu couru comme un débile. Et en même temps, il fait 4e. Et par contre, on commencera réellement la prochaine fois en fait qu'il est dans la même situation. S'il est encore en train de se battre pour un top 5 et tente rien,
Bah là il y aura un problème de se dire qu'il reproduit la même chose, de courir un peu comme de cette façon complètement idiote. Donc, Puis après, voilà. n'oubliez pas qu'il a des directeurs sportifs également et qu'à cet âge-là, du coup, il peut aussi suivre les consignes, hein. Ouais, c'est la Movistar. Encore une Oui, fois. c'est Voilà. élément important dans l'équation, effectivement. Et après, en fait, finalement, on est à peu près tous en train d'être un petit peu désolés de ce qu'ils ont fait, mais de le comprendre d'un point de vue purement logique, quoi. Et je vais un petit peu aller dans ce sens-là, parce qu'en fait, pour moi, l'étape véritablement où ils ont fait n'importe quoi, l'étape qui me sort par les trous de nez, c'est l'étape qui arrive à... Merde, j'ai oublié le nom. Sappada, voilà, Sappada. Parce que cette étape-là, moi, ce qu'ils ont fait n'a aucune logique. Je l'avais déjà expliqué lors du live, je le refais très rapidement. C'est qu'ils éliminent Froome derrière, qui est devant eux. Est-ce qu'il est devant eux au général? Je pense pas. Mais en tout cas, ils peuvent l'assassiner et il ne participe pas au relais. Bon, déjà là, je suis un petit peu hésitant, ils auraient dû le faire. Là, je parle de Miguel André Lopez et de Carapaz, je mets les deux dans le même panier. Bon. Et surtout, juste derrière, moi, le truc qui m'hallucine, c'est que Dumoulin se fait lâcher. Et à partir de ce moment-là, le mec est devant eux au général, le mec est meilleur qu'eux en contre-la-montre. À aucun moment, les deux ne se mettent à collaborer avec Pozzovivo et Pinot, alors que éliminer et assassiner Dumoulin pour le mettre le plus loin possible à la veille du contre-la-montre, mais c'est le truc qu'ils doivent faire absolument. Et à aucun moment, ils ne se manifestent leur intérêt, et à aucun moment, ils viennent collaborer. Moi, l'erreur du Giro, de ces deux mecs, elle est là. C'est là où leur tactique n'a aucun putain de sens. Mais après, quand on y réfléchit, sur l'étape du Finestré, c'est très moche, c'est très moche. On aurait pu penser que voilà, ils auraient un peu plus d'ambition que ça, et ils auraient pu... Quel intérêt ils avaient? L'intérêt qu'ils avaient, c'était d'être pas out pour le podium, parce que au moment où ça se passe, Pinot n'est pas en pleine défaillance. Voilà, c'était ça en fait. Mais le fait est que, si on y réfléchit bien, en fait, c'est des chaises musicales. C'est-à-dire que c'est ça aussi un peu qui explique le fait que Froome a pris autant d'avance. C'est-à-dire que Pinot ne roule plus au bout d'un certain moment parce que Miguel Angel Lopez, qui est 30 secondes derrière lui au général, décide de pas rouler. Donc Pinot arrête de collaborer parce que Lopez ne le fait pas. Et pourquoi Lopez ne collabore pas? Parce que Carapaz, avec qui il est en lutte pour le maillot blanc, ne roule pas non plus. Voilà, donc en fait, c'est le jeu des chaises musicales. L'un roule pas parce que l'autre roule pas, et l'autre roule pas parce que l'autre roule pas. C'est-à-dire que tout, voilà, bon après, c'est dur de dire ça, mais du coup, l'origine de ce non-roulage, entre guillemets, c'est Carapaz, parce que c'est lui, entre guillemets, qui est au début de la chaîne alimentaire, si j'ai envie de dire. Voilà, mais le seul moment dans l'étape du Finestré où ils auraient pu rouler, entre guillemets, c'est au moment où Pozzovivo se fait larguer. C'est dans la descente du Finestré et durant basiquement Sestrière. Parce qu'à ce moment-là, Pozzovivo n'est pas encore complètement largué. Et ces deux mecs-là, comme il est devant eux au général, Pozzovivo, peuvent collaborer pour le mettre hors d'atteinte. Mais à partir du moment où, effectivement, après Sestrière, Pozzovivo craque complètement, là, c'est compréhensible qu'ils arrêtent de rouler parce que ça y est, Pozzovivo est derrière eux, c'est plus une menace pour eux au général. Et là, je peux comprendre le ratonnage à ce moment-là, même si, effectivement, il est moche, c'est pas du joli vélo, mais bon, c'est pas un truc que je vais cautionner, mais comme vous, en fait, je me rends compte qu'au final, d'un point de vue purement logique et purement, si on est très pragmatique, comme tu le disais, Bertrand, bah ouais, c'était un peu ce qu'il fallait faire, ouais. Et ça m'arrache la gueule de dire ça, quoi. Mais bon. Toujours est-il que, du coup, parlons parlons des coureurs qu'on n'a peut-être pas évoqués pour le Giro. Un mot à dire sur Dumoulin qui termine deuxième pour le moment. Des choses à dire sur le Hollandais qui finalement, deuxième d'un Giro, à seulement une quarantaine de secondes d'un Froome mystérieux. C'est un sacré gazier. Non, mais il y a voilà. un superbe gazier. Quand on voit en plus son équipe, bon, cette année il avait Omen qui était en puissance. 9ème, classement général, Omen, au passage, faut le dire. Ouais, quand même, ouais. Non, mais une très belle perf. Mais c'est un sacré semaine gazier. de fou, et moi, en fait, ma plus grosse déception, elle est là. Elle est que si Froome perd le Giro, Dumoulin aura jamais réellement eu sa victoire sur le Giro, quoi. Ça me ferait chier qu'on ait de nouveau un déclassement pour refiler un grand tour sur tapis vert à quelqu'un d'autre. C'est moins gênant que dans d'autres cas de déclassement parce que pour le coup, c'était lui le plus fort des autres. Donc au moins, il y a pas ce petit côté Froome a truqué la course. Non, là, t'as Dumoulin et les autres sont à plus de 4 minutes. Bon. C'est ça qui est ouf, c'est que le mec... Alors, si on fait le côté on oublie Froome, hein, bon voilà, c'est un petit peu le... ça peut être une... Bon,
peu importe, si on oublie Froome, il colle 4 minutes à tout le monde. C'est-à-dire qu'il est encore plus ouf que l'an passé. Où l'an passé était déjà très impressionnant, notamment parce qu'il perd du temps. Bon, on le sait tous sur un fameux incident intestinal, où sans ça, il aurait gagné le Giro avec une bonne petite marge de moins de 2 minutes. Mais là, c'est 4 minutes. Il a fait, on avait un débat de savoir est-ce qu'il était plus fort que l'an passé à l'orée de la 3e semaine sur le live. Bah là, je pense qu'il a répondu en disant il était sacrément costaud. Hein. S'il n'était pas plus fort que l'an passé, ça laisse quand même assez rêveur l'avance qu'il a. Alors moi, ce qui m'a juste impressionné, c'est que mine de rien, impressionnant et pour autant assez souvent un peu à la rupture. Enfin, notamment dans les 2 premières semaines, il n'était pas impérial. En fait, ça a été le plus régulier de tous finalement. Oui, un peu. Mais d'ailleurs, il s'est un peu raté sur le contre-la-montre, mine de rien. Parce que sur le contre-la-montre, on s'attendait à ce qu'il explose tout le monde. Finalement, il était presque en dedans, même s'il gagne du temps sur tout le monde parce qu'il est tellement supérieur qu'il assure quand même le podium sur cette étape-là. On s'attendait tous à ce qu'il explose tout le monde et finalement ça n'a pas été le cas et malgré tout voilà, hein, très costaud quoi. Et puis bon sur la dernière étape quand même il a essayé et je pense que le mec était un peu cramé mais il a quand même voulu se faire un coup de panache. Après il a jamais autant attaqué hein, parce que c'est ça son honneur en plus. C'est ça, donc vraiment là-dessus on peut le remercier d'avoir essayé d'animer cette étape qui était emmerdante à mourir. Oui. Donc moi j'ai plutôt de la sympathie pour Dumoulin alors que l'année dernière il m'agaçait un peu. Là je l'ai trouvé, je trouve que ça ferait un beau vainqueur du Giro. Il s'était un beau vainqueur du Giro l'an passé déjà, non? C'est vrai, c'est vrai. Mais sur cette édition un peu moins de concurrence l'année dernière. Ouf, ouais. Attends, ça fait 2 années où le Giro quand même niveau concurrence c'est quand même sacrément gratiné. Hein. On peut pas trop lui enlever ça. Bali, Quintana, Pinot, enfin ça va, l'an dernier c'était pas non plus des perdreaux. Hein. Oui. Il a pas gagné devant Joaquim Rodriguez et John Gadret quoi. Pour le coup, tu vois, surtout à quand Dumoulin sur le Tour. Maintenant, moi, c'est un peu ce que j'attends avec lui, c'est de le voir sur le Tour en tant que vrai favori. Logiquement, alors, ça devrait pas être dans si longtemps que ça, parce que Kelderman a l'air de vouloir faire cette année. En tout cas, Kelderman, la Volta, c'est son gros objectif. Est-ce qu'il passera, enfin, je sais pas. Dumoulin a quand même un statut dans l'équipe supérieur à Kelderman. S'il décide de faire le Tour, je pense qu'il y aura pas grand monde pour dire pour négocier quoi. Surtout qu'il y a plus de gros sprinters, il y a plus Kittel, il y a plus Degenkolb, donc ils ont vraiment, c'est leur top leader quoi. Il y a Matthews. Après le Tour aussi, c'est que c'est pas vraiment comme sur le Giro, il y a énormément d'enchaînements de cols, enfin plus d'enchaînements de cols, donc faut voir aussi comment Dumoulin il récupère sur un parcours comme ça. Le Tour, c'est un grand tour spécial, comme le Giro c'est spécial et la Vuelta c'est spécial. C'est 3 profils différents, donc voilà. Ouais, mais les cols français sont particulièrement adaptés à des rouleurs entre guillemets. Ouais, ils sont globalement. Dumoulin pourrait particulièrement être fort sur ce genre d'ascension quoi. Des trucs plutôt réguliers avec des pentes qui se dépassent rarement les 8% de moyenne. Moi, c'est quand même un petit peu taillé pour lui le Tour de France, même si en termes de concurrence, c'est des ça enchaînements sera supérieur. Oui, après c'est un petit peu la différence, c'est qu'on a des étapes. Le Giro nous fait ça aussi. Il le fait ça en 3e semaine seulement, mais il le fait aussi de temps en temps quand même. Ouais, enfin on a eu une seule étape pour le coup avec un enchaînement. Ah, allez, 2, on va dire 2. Dans tous les cas, il va bien falloir que Dumoulin revienne un jour sur le Tour. C'est normalement tous les coureurs et sur les grands tours veulent pouvoir avoir l'occasion de mettre le Tour à leur palmarès. Là, ça fait 2 ans qu'il n'est pas dessus. Il va bien falloir qu'à un moment en 2019 ou en 2020 il revienne sur le Tour, surtout qu'il est certainement dans ses quasiment plus grandes années là. Il a 27 ans, il se rapproche de la trentaine, il est dominant en contre-la-montre, c'est le moment ou jamais. Ouais, bon, je pense que très sincèrement, je pense qu'on va pas trop de soucis à se faire. Ça, c'est quelque chose qu'on verra dans les années à venir. Je pense qu'il y a pas, il a pas une dent contre le Tour de France. Dumoulin, ça m'étonnerait qu'il ait pas envie de le faire. Hein. Ouais, comme dit Johan, le jour où il y aura du chrono, quoi. Oui, après aussi, c'est aussi ça. C'est que le tracé de ces tours de ces dernières années avantage beaucoup les grimpeurs. Mais bon, logiquement, c'est censé y avoir un petit roulement. Même si ces dernières années, on a quand même l'impression que ça drague un petit peu bardé de ce côté-là. Mais bon, on verra bien. Les gars, on est très à la bourre, hein, les gars. Finalement, on a parlé énormément. Donc, je vous propose, là, pour la suite du Giro, là, je vais vous faire tout le monde, là. Quasiment. Allez, je vais vous faire un package avec tous les mecs dont on n'a pas encore parlé. Et si vous avez envie d'en parler, je vous interroge après et vous dites ce que vous voulez sur les mecs. Dans le package, je vous mets Pozzo Vivo, plus fort que jamais et qui finalement fait, comme d'habitude, 5ème. J'ai
Bilbao, la réincarnation de Emar Zubeldia, qui fait 6ème dans le plus grand des calmes, alors que voilà. Et très stat assez impressionnante de sa part. C'est-à-dire qu'avec Dumoulin, c'est le seul qui a jamais quitté le top 10. Dumoulin a fait encore mieux parce qu'il a jamais quitté le podium du début de la première à la dernière étape de ce Giro. Bilbao a commencé le Giro en 6ème position dès le prologue d'ouverture et il a jamais quitté le top 10. Le mec, régularité incarnée, et au final il est là 6ème. On pourra peut-être gueuler sur le fait que c'était un équipier de Lopez qui a jamais été utilisé dans ce rôle-là, mais bon. Qu'est-ce que j'ai appris ? Après, j'ai les Formolo et Conrad, 10e et 7e du général, les mecs de Labora, et j'ai Bennett qui claque son top 10, 8e. Voilà. Est-ce que vous avez des choses particulières à dire sur ces coureurs-là ? Je fais un tour de table. Allez, qui c'est qui veut commencer ? Allez, Bertrand, je te lance. Écoute, Pozzo, fidèle à ce qu'on attendait de lui, hein, et avec parfois des tactiques de course Pozzo-vivesques. Donc il m'a pas déçu à ce niveau-là. Donc il a fait des choix étranges et au final il finit à sa place habituelle. Donc pas grand-chose à dire de plus. Il m'a impressionné quand même, faut reconnaître. Hein, les 2 premières semaines, je pensais qu'il pourrait peut-être jouer la 3e place, mais non, au final non. Bilbao, très honnêtement, j'ai pas grand-chose à en dire. Et non, honnêtement, sur la suite, Georges Bennett aurait peut-être mérité d'être un peu mieux s'il n'avait pas crevé. Enfin, c'était ça, crevé aux Zocolan. Ouais, c'est ça. Mais il finit bien, il finit très bien le Zoncolan quand même. Il termine 12e, je crois, de l'étape. Bon, il était très fort. Il aurait peut-être pu finir 6ème, bon, mais cela étant, ça aurait pas changé la face du monde. J'ai pas grand-chose à dire sur le top 10, hormis ça. J'ai juste si, peut-être, c'est pas le top 10, c'est le 11e, Alexandre Génias qui a pas fait top 10. Je suis un peu déçu encore une fois, je pense que vraiment une victoire d'étape contre un top 11 dont personne ne se rappellera dans 6 mois, c'est un peu dommage, mais bon. Voilà. Ah si, j'ai juste un dernier point. Vraiment chapeau pour le travail d'Elisonde sur le Finestré. Parce que c'était beau à voir. Là, pour le coup, vraiment, la façon dont c'était arraché, moi j'ai adoré. Alex, ton avis sur tous ces coureurs-là que j'ai cités pêle-mêle ? Ouais, Pozzo Vivo, c'est un peu comme Lopez et Carapaz. Ils se ratonnent jusque dans le classement, 3, 4, 5. Bilbao, super impressionnant. J'attendais franchement pas 6ème. Conrad Formolo, c'est pas mal pour les résultats pour Labora. Conrad, super régulier. D'ailleurs, cette année, il fait 7 sur à peu près toutes les courses qu'il fait. Omen, assez incroyable aussi, 9ème. Peut-être un futur maillot blanc du Giro ou du Tour d'ailleurs. Bennett, tranquille, 8ème. Et puis, ouais, Geniez, belle 11ème place. On attendait le top 10. On mettait des petits marqueurs à chaque fois sur quand est-ce qu'il va entrer dans le classement à la 10ème place. Mais voilà, juste moi, l'addition que je vais faire, c'est d'abord Juan Denis qui termine à 16ème à 1 heure. Donc ça, c'est pas mal. Et surtout, Juan Denis qui termine à 1 heure, mais il prend 45 minutes sur l'étape où Pinot craque. C'est-à-dire que c'est la seconde victime de cette étape-là. C'est-à-dire qu'il était dans le top 15 avant même cette étape, et il était terminé gruppetto sur l'étape 20. Donc il a tenu jusqu'au 20e jour. Il n'était pas si loin dans son plan quinquennal, là, donc... Voilà. Et puis même 17ème, c'est pas si dégueulasse que ça. 16ème, pardon. Ouais. Et la fin, c'est la grosse surprise du top 20. En fait, moi, je l'attendais pas du tout là. C'est José Goncalves pour la Katusha Alpecin qui termine 14ème à 34 minutes. Voilà. Qui termine entre Henao et Betancourt, donc entre des équipiers, mais il termine quand même devant Yates, devant Nieve, devant Denis, devant Woods, devant Reichenbach, devant Reising. Donc c'est vraiment pas mal parce que moi, j'attendais vraiment pas là. Oui. Bon, il y a un coureur dont on n'a pas parlé, juste parce que c'est vrai que je me suis dit quel compte pas en parler. Reichenbach. On avait des doutes, rappelez-vous, quand on a commencé sur le premier, la préparation du Giro, on se disait est-ce qu'il est au niveau ? Il paraissait un peu à la traîne au niveau du Tour des Alpes. Mon Dieu, quel Giro il a sorti. C'est vraiment, il serait bien plus haut au niveau du classement si jamais il n'avait pas accompagné Pinot dans sa chute, mais quel travail il a fait, enfin vraiment chapeau quoi, c'est un des meilleurs lieutenants qu'on puisse avoir dans le World Tour d'aujourd'hui. Il a fait ça sur une étape quoi, parce que sur le Zoncolan, ça sert à rien, je suis désolé. Zoncolan, c'est très bien qu'il soit là avec son leader, mais fait sur le Zoncolan, ça sert à rien d'équipier sur du 15% quoi. Et après sur l'étape sur l'étape qui arrivait au Jaffro avec le Finestré, oui, là clairement on a pu voir que c'était parmi tout simplement le meilleur des équipiers des leaders sur ce Giro quoi. Et même le Prato Nevodo, hein. Il l'accompagne de mémoire, hein, si je dis pas de conneries, Pinot. Alors là, ça semble. Alors ça,
Peut-être, ouais, je m'en souviens plus. Et à mon avis, là, c'est une étape qui est hyper importante parce que Pinot est quand même pas bien. Donc, Bah, alors- à confirmer, j'ai un doute, mais il me semble que c'est le cas. Imagine, à la place de Reichenbach, c'est un mec qui a le même niveau en montagne, mais qui sait descendre. Ça fait 1 minute 30 de moins pour Froome. Et il gagne pas le Giro. Ouais, mais c'est encore du cyclisme fiction là, non? Ah bah oui, totalement. Ah, Mais C'est chronique. Bah, Imaginez. Alexandre Geniez, là, du coup. C'est Mais intéressant imaginez. qu'il a eu. voilà, imaginez dans ce cyclisme science-fiction. Enfin, Non, mais c'est quand même un problème. Ce problème en descente, moi, Ouais, c'est 55 descentes sur PCM. c'est ouf, quoi. C'est Non, mais- incroyable. ouais, Je mais descends c'est plus comme vite, ça. Enfin, littéralement. évidemment, c'est comme ça, c'est tout. Le mec, il est tétanisé certainement parce que je crois que c'est sur Twitter qu'il le disait à cause de chutes. Bah, je comprends qu'il descende comme une enclume, hein. Et Ouais, puis, ouais. et puis voilà. Par contre, ça enlève rien au fait que réellement, il a été monstrueux sur la fin du Giro. Il a été Clairement. tout simplement monstrueux. Et enfin, l'étape du Finestré, alors même s'il s'amuse à descendre comme une enclume, c'est une leçon de courage sur la façon dont il s'est sacrifié pour Pinot. C'est tout simplement monstrueux et ça mérite d'être souligné, ouais. Certes. Ok. Eh ben Yann, vas-y, tiens, justement, sur les coureurs du moi, top j'étais 10. parti pour pas du tout parler du top 10 pour le coup. Je voulais parler de Reichenbach, mais c'est très bien que Bertrand l'ait fait. Nieve, mine de rien, qui claque son étape. Je trouve ça assez chouette aussi. Et ça montre à quel point, même avec la caracante Yates et Chavez, eh ben, ils partent avec 5 étapes dans la besace, tout de même, les Mitchelton Scott. Et puis, on a pas mal parlé de Viviani. Au niveau du sprinter, ils ont un autre coureur chez Quick-Step qui claque son étape, c'est Maximilian Schachmann, qui est un énorme gazier en devenir. Et mine de rien, ça fait que les Quick-Step, alors on n'en parle pas peu souvent maintenant parce que ça devient banal, mais ils enchaînent quand même leur 4e grand tour consécutif avec plus de 5 victoires. Enfin, au moins 5 victoires par grand tour, ce qui est quand même monstrueux. Ah oui, comme je le disais, c'est ce que je disais lors du live. En fait, ils dominent les grands tours, les sprints des grands tours depuis le Giro l'an dernier. Ouais, et puis même quand c'est pas juste les sprints, tu vois, l'an dernier, ils arrivent à créer des situations aussi avec Jungels qui s'impose. Ouais. Avec Lampard, ils sont monstrueux. Ils ont une science de la course sur les grands tours pour claquer des étapes qui est juste impressionnant. Et puis en plus, quand t'as un sprinter qui gagne 4 étapes à chaque fois, ça simplifie règle les le choses. problème. Ok. Moi de mon côté, je voulais peut-être souligner un truc qu'on avait déjà dit en fait sur le live, mais qui finalement ne sera pas fait. Moi ce que je regrette, c'est Astana qui a Miguel Angel Lopez qui est 3ème et qui a Bilbao 6ème qui a fait sa course tout seul. C'est-à-dire que, enfin, voilà, moi je trouve ça me fait un petit peu chier qu'on ait un Astana 6ème Bilbao qui a rien tenté toute la course, qui a fait sa course, et en fait il a couru comme s'il n'était pas dans la même équipe qu'un des gros leaders de ce Giro. Moi je trouve ça très dommage qu'il ne l'ait pas utilisé. Bon voilà, super, ils ont 2 mecs dans le top 6, ça leur fait une belle jambe quoi. Enfin, voilà, moi c'est le regret que j'ai. Et c'est un truc qu'on avait déjà souligné sur le live, et j'avais espéré que justement que sur cette 3ème semaine ça se découvre un petit peu, et qu'ils utilisent justement leur joker Bilbao un petit peu pour mettre la pression sur Mitchelton, parce qu'à l'époque Yates n'avait pas craqué, ou même sur Sky, etc. Et finalement que nenni. Voilà, grosse déception. Voilà. Et Formolo, 10ème du général, et qui aurait sans doute dans les jambes qui avait la capacité d'être peut-être le 6ème homme de ce Giro. Sincèrement, en termes de niveau en montagne et en termes de régularité, il s'est raté sur la première arrivée au sommet parce qu'il avait crevé sur l'Etna. Et je crois qu'il s'est raté aussi un petit peu sur le Zoncolan. Il a un petit peu explosé en vol. Mais à part sur ces 2 étapes, il est très régulier. Et il fait 10ème colonne passée, mais au final, il est quand même beaucoup plus impressionnant. Et même son début de saison était aussi très impressionnant. Donc on a vu qu'il a passé un palier, le petit Formolo. Voilà. Des choses à rajouter? Oui? Non? Non, on a pu faire le tour quand même. Eh ben les gars, je pense qu'il est temps, Yann. Tu vas être content, c'est le moment. On Alléluia. va pouvoir parler du Critérium du Dauphiné libéré et du Tour de Suisse. Alors, pour être honnête, on a déjà 1h30 de podcast, hein, donc Non, mais qu'est-ce qu'on fait? On va faire ça de Qu'est-ce qu'on façon fait succincte. Exactement. Alors, la première question que j'ai envie de poser déjà, c'est on va faire le tour de table sur un pronostic. Parce qu'on a quand même on a les start list à peu près. Critérium du Dauphiné, on a la start list complète, quasiment. Hein. Je pense que toutes les équipes ont leur... Moi, je regarde la start list que j'ai là. Elle a l'air d'être vachement... Oui, elle a l'air d'être bien là. Tour de Suisse, c'est un petit peu moins le cas, mais bon. On sait à peu près les gros leaders qui vont y participer. Donc, vite fait, est-ce que quelqu'un a à tout près déjà 2-3 noms à balancer pour la victoire finale? Commençons par le Dauphiné, parce que c'est celui sur lequel on a le plus d'informations quand même. Et Yann, je vais te laisser parler en premier, parce que tu insistes.
Je vois bien Bardet qui s'impose enfin sur une course d'une semaine. Euh, je mettrai en 2 Vincent John Nibali, et puis pourquoi pas en 3. En 3, j'hésite parce que je me pose la question de savoir si Bernal est capable de maintenir son niveau, s'il va pas avoir un coup, ou ça pourrait pas être Thomas. Mais voilà, pour l'instant, Bardet 1, Nibali 2 et ballottage favorable à Bernal devant Thomas, mais je vois bien un Sky en 3 dans tous les cas. Ok. Bernal, qui au passage a annoncé qu'il ferait le Tour de France. Donc, tremblez. Hein. Ouais, enfin, il y a le moment où il va surchauffer aussi. Peut-être. Bertrand, est-ce que t'as pareil, t'as un ou deux noms que tu vois jouer la gagne? Ça peut être les mêmes que Yann. Hein. En même temps, il a cité non. 3 mecs qui sont les... Non, moi Adam Yates. Adam Yates, même si bon, j'ai pas. Il y en a, très honnêtement, on va être très honnête, il y en a aucun qui m'inspire grande confiance. Romain Bardet, je sais pas pourquoi, mais j'y crois pas, alors que finalement c'est vrai qu'il y a à peu près tout pour y croire, parce que le plateau est pas extraordinaire. Donc, mais je sens bien Adam Yates, Romain Bardet deuxième, alors en troisième, allez, Zacharine, mais là ça peut en être vraiment plein d'autres. Même pas, le plateau honnêtement me fait pas rêver. Hein. Oh, il y a quand même une belle petite densité, mais bon, ok. Petite. Alex, toi aussi, est-ce que tu as quelques noms à nous donner pour la victoire finale? Je verrais bien Bernal, moi, gagner. Avant de se faire péter les caissons sur le tour, je verrais bien Bernal gagner. Daniel Martin deuxième. Et Vincenzo Nibali troisième. Voilà. Ok, Daniel Martin qui pour l'instant fait une saison très en dedans, on va pas se mentir. Voilà. Et moi je suis content, Bertrand, que tu aies cité Zacharine, parce que moi Zacharine, ça fait depuis le début de l'année que je dis que ça sera la solution à l'équation de Giulietta. C'est-à-dire que pour moi, c'est Zacharine qui va être le mec qui va décider qui va gagner le tour. Parce qu'avec ses tactiques et ses couilles modèle géant, il va attaquer de tous les côtés et un jour il va emmener un gros nom avec lui et il va lui faire gagner le tour. Moi je vous le dis. Enfin, s'il y a une descente, tu ne feras pas gagner le tour. Hein. Attention. Moi, Zacharine, c'est un coureur que j'apprécie de plus en plus. Et je pense que cette année, il est en dedans depuis le début de saison. Mais en même temps, il a tout misé sur le Tour de France et finalement, il a fait peu de courses où il avait, j'ai l'impression, de réels objectifs. Oula, comment des objectifs de réels objectifs, il disait. Du coup, moi, ça m'inquiète pas des masses, en fait, son manque de résultats depuis le début de saison. Je l'attends surtout dans ce mois de juin et au mois de juillet surtout. Ça m'inquiète pas, contrairement par exemple à un Dan Martin qui, lui, on savait, avait des objectifs depuis le début de saison, les Ardennaises et tout, et qui, lui, s'est complètement raté. Voilà, c'est un coureur qui pour moi rate complètement sa saison Dan Martin, mais qui m'inquiète. Alors que Zacharine, moi je suis assez confiant sur la suite. Bon voilà. Et après pour la victoire, moi aussi j'aimerais bien que Bardet lève les bras. Hein, pour répondre un petit peu à Pinot qui a gagné sur le Tour des Alpes. Voilà. Lui il va gagner en World Tour, j'y crois. Et après, il y en a un qu'on n'a pas cité, mais parce que franchement, il y a un moment, il va falloir quand même qu'il se réveille à ce niveau-là, c'est Warren Barguil. Oui. J'aimerais revoir Warren Barguil. Bon, après, il faudrait que ce soit son équipe qui se réveille, parce que depuis le début de saison, c'est catastrophique, Fortunéo. Moi, j'y crois pas trop. Non, honnêtement, j'y crois pas trop non plus. Et honnêtement, c'est pas les. Enfin, si tu veux, Fortunéo a une stratégie qui repose sur essentiellement un leader. Donc, c'est à lui de tirer la baraque. Hein. Oui, Barguil ne remplit pas. Enfin, même il y avait des critiques justement où il y avait des bruits qui couraient comme quoi Barguil n'assumait pas trop son statut de leader, était un petit peu en mode pas dilettante, mais il voyait l'équipe comme un truc un peu familial. Il voulait pas se mettre la pression et ça commençait à faire un petit peu grincer des dents parce que justement il n'assumait pas vraiment ce statut d'être leader unique de l'équipe. Mais bon, après le truc c'est qu'il y a quand même d'autres individualités dans l'équipe et elles non plus n'arrivent pas à performer. C'est vraiment catastrophique depuis le début de saison. Enfin, c'est le seul qui. Il y a Welten qui est le seul à faire des top 10 sur les sprints. C'est à peu près le seul qui arrive à être régulier depuis le début de saison à peu près. Alors qu'il est néo-pro. Je vais te dire un truc, moi je suis convaincu, c'est vraiment une spirale positive. Je suis convaincu que si Warren Barguil revient au top, tu verras des résultats chez les autres aussi. Hein. Ils sont dans une spirale hyper négative, ils sont hyper inhibés. S'il y a un mec qui peut tout changer, c'est lui. De toute façon, il est payé pour ça. Hein. Oui, bah après voilà. Encore faut-il le faire. Hein. Pour l'instant, il donne pas les meilleures garanties, on va dire. Ouais. Mais par contre, tu vois, c'est typiquement quelque chose, je ne sais pas si vous avez vu l'interview qu'il a faite dans Ouest France, où il dit que c'est pas très grave de ne pas être performant les 6 premiers mois de l'année s'il est bon sur le tour. Alors, en soi, c'est vrai, mais mon Dieu,
cette mentalité, pour moi, ça lui colle pas, quoi. C'est un mec qui est aussi offensif comme ça peut pas sortir un truc pareil, quoi. Ouais, puis bonjour la pression sur la gueule, hein. Parce que s'il se trouve sur le tour, Bah, de toute bah, façon, il s'auto-sabote pour encore un an, quoi. c'est ça. Certes, bon après. Et après, vas-y, pardon. vas-y. Non, continuez, c'était sur Cocard, donc continue. Eh ben, j'allais justement. Tu lis dans mes pensées parce que moi, justement, j'allais enchaîner sur un autre coureur français qui est un petit peu dans la tourmente en ce moment parce qu'il sous-performe par rapport à ce qu'on attendait de lui. C'est effectivement Brian Cocard. Et quand on regarde la startlist en matière de sprinter, est-ce que la malédiction Cocard s'arrêtera sur ce Dauphiné? J'ai envie de vous poser la question de façon très sérieuse. Parce Non. que face à lui, il a quoi? Il a Ackermann. Jacobsen, Bauhaus, mais le Voilà. problème en fait c'est qu'il n'y a pas d'étape de plat. C'est que les seules étapes où Cocard peut gagner en fait, c'est la première étape qui arrive à Saint-Just et la deuxième étape qui arrive à Belleville en Beaujolais. Mais sur les deux, c'est un profil extrêmement vallonné, surtout la première Saint-Just-Saint-Rambert où la dernière difficulté, où il y a vraiment un enchaînement de difficultés dans les derniers kilomètres et la dernière difficulté, le sommet est à 4 km. Et Belleville en Beaujolais où le profil avantage énormément les baroudeurs. Donc clairement la Vital Concept va devoir mettre en route dans les derniers cols parce que sinon les échappés vont partir. Donc Ouais, il a après, deux chances. Et encore, il faut pas qu'il se fasse bolosser par Phil Bauhaus et Pascal Ackermann. Voilà. Bon, après, cette année, il a gagné déjà 3 étapes, et sur 2 des 3 étapes, sur les 4 jours de Dunkerque et récemment sur le Tour de Belgique, à chaque fois où il gagne, c'est sur des arrivées avec des faux plats montants, avec des bosses juste avant l'arrivée, et qui se terminent sur un sprint faux plat montant, ou même sur du plat, mais juste après une difficulté, il brille sur ce genre d'arrivée un petit peu compliqué, hein. Même ouais, plus puis que sur les l'étape de arrivées classiques, hein. Saint-Rambert, c'est pas des cols le truc, hein, c'est des petites côtes. Normalement, il doit les passer. Normalement, il devrait passer. C'est un enchaînement quand même. Il y a quoi? Il y a 3 côtes en 20 km. Donc, Ouais, mais c'est 2 fois la même en particulier. Enfin, tu vois, il devrait la connaître, vu qu'à la fin, ça finit un peu en mode circuit. Il passe 3 fois la ligne d'arrivée en tout, enfin, bon, la fois finale. Sur l'arrivée de Saint-Just, normalement, il doit être dans le peloton de tête. Ah oui, mais après, encore une fois, je pense que Bauhaus, à ce niveau-là, est un meilleur sprinter que Cocard. Donc il faut pas qu'il se fasse bolosser comme il l'a fait sur la dernière édition, quoi. Bon, après, je regarde vite fait les sprinters un petit peu dans le même profil que Cocard. Je vois qu'il y a Impey aussi qui participe à la course. Bon, même si c'est pas le même Impey qu'en début de saison où il était en forme avant tout le monde, du coup, il performait beaucoup. Bon, voilà. Dans le profil, c'est un mec qui correspond un petit peu à ce genre d'arrivée compliquée, mais bon. Logiquement, on devrait voir un Cocard, enfin, j'espère en tout cas, un petit peu supérieur à lui. Et après, je regarde vite fait là en survolant la startlist pour voir s'il y a des mecs un petit peu dans le même profil. Il y a Hagen, enfin Boston Hagen chez la Dimension Data aussi. Et c'est à peu près tout, hein. Non, mais il y a la place. Clairement, il y a la place pour Cocard. Après, à lui de la prendre et puis mettre fin à sa disette en voir le tour. Ouais, parce que surtout, il n'y aura pas de deuxième chance là sur le Critérium du Dauphiné. Il y aura une, voire 2 étapes. Et il y aura pas il y en a pas, c'est pas comme sur le Tour où t'en as 6-7. Là, il y en a 2. Et c'est vraiment des profils compliqués. Donc, faut vraiment qu'il. Ah merde, j'ai oublié le nom en français. Bon, faut vraiment qu'il se montre en gros. C'était quoi en anglais sinon le mot que je te Step traduise? up. Ah, qu'il passe un palier, qu'il augmente son niveau. Bon, en même temps, c'est pas traduisible, c'était pas. Ouais. Du coup, on passerait pas au Tour de Suisse très rapidement. Alors, la Tour de Suisse, Startlist en morceaux. Hein. oui, Startlist, il n'y a pas grand chose. Là, mon cher Yann, vous avez fait vous avez un petit peu poussé au cul pour qu'on parle de cette course. Le Très mec sincèrement. qui est en train de faire des dissertations sur le nom du Dauphiné libéré. Hein. Ça s'appelle du remplissage. Oui, d'accord. Oui, mais... Non, mais en gros, le Tour de Suisse, on a l'autre moitié des gros favoris du Tour de France, c'est tout. Ça va permettre de voir un affrontement. On a du Richie Porte. On a l'équipe Movistar au grand complet. Ils se sont mis à Landa, Valverde et Quintana pour voir ce que ça donne. Donc voilà, ça va être l'occasion de voir un petit peu en parallèle du Dauphiné comment sont les états de forme et qui est là. Ouais, il y a Uran aussi. Zaguir, donc voilà. Molema, Ça va être l'occasion Kruijswijk, de voir. Ouais, Fugelsang. Non, mais il y a Fugelsang entre Peter autres. Sagan. Bon, enfin, il fait pas partie des favoris du Tour de France. On a juste pas la Startlist, la Sky. Encore. Mais voilà, il y a encore des beaux favoris de celui-là et puis ça permet Peut-être Pouls. Il y aura peut-être Pouls. Je pense. Je sais pas, ça m'étonnerait pas que. C'est possible Pouls- parce qu'il n'y a plus vraiment de gros leaders parce qu'ils mettent Thomas et Bernal sur le Dauphiné.
Donc, Mais qui est-ce après- qu'ils vont mettre sur le Tour Si de je Suisse? me trompe pas, Pouls est prévu pour être leader sur la Volta. Pouls est prévu pour être enfin leader d'un grand tour chez Sky et ça sera sur la Volta. Donc est-ce qu'il ferait pas une coupure après son Giro? Affaire à suivre. Ouais, Bon, c'est après, possible. il Mais peut après, qui est-ce continuer qu'ils jusqu'au mettent? Tour de Suisse faire une coupure après, mais bon, logiquement, il sera sur la Volta, donc c'est possible aussi que Après, Pouls qui est-ce qu'ils mettent? fasse une coupure maintenant. Parce que Kwiatkowski, il fait aussi le Dauphiné. Donc il reste qui vraiment pour faire leader? Il reste Il va Froome. pas mettre Henao. Il peut rester Henao. Et il reste Henao peut-être. Ouais. Est-ce que vous pensez que Froome Ou va Kenny Froome- Elissonde. Est-ce que vous pensez que Froome va faire une course de préparation avant le Tour de France ou il va plutôt faire une coupure pour refaire du jus avant le juillet? Si tant est qu'il participe. Oh, j'en sais rien. Et ben Ah, voilà. voilà. J'aime bien ce genre de questions où personne n'a la réponse. En même temps, oui, c'est vrai. Pourquoi je pose cette question? Personne ne sait. Ouais. Il y a aussi Taramae hein, sur le Tour de Suisse. Hein. Attention, tremblez. Attention, 29e place sur le Tour de Suisse. on rigole, mais Taramae vient de reperformer sur les 2 dernières courses qu'il a faites, à savoir le Tour de l'Ain et la Volta à Aragon. Il a fait deux belles positions, Grosse de 4e et concurrence, 3e. effectivement. Oui, non, mais ce fait Terminé Taramae, derrière Arthur Viechot, c'est un... il avait un petit peu la tête sous l'eau depuis un moment, donc voilà, il revient. Enfin, voilà. Bon, après, il fait 11e du Tour d'Estonie, hein, donc c'est pas non plus ouf, ouf, On va mais- faire tous les classements des gains sur les 23 dernières années ou pas Oh là là. Et toi, t'as envie d'aller te coucher. Hein. Bah non, mais bon, Taramae, quoi. On s'en fout de Taramae. Et parce qu'en fait, les gens, on n'a pas toujours pas expliqué, mais nous sommes complètement en nocturne. là. C'est-à-dire qu'on a commencé à enregistrer à pour moi. 22h. Ah oui. Chez moi, il est 17h30. Ah oui, d'accord, mais t'es retourné aux États-Unis ou quoi, toi? Ouais, je suis en vacances. C'était le moment My Life du podcast. Très bien. Du coup, c'est le moment de conclure. À moins que vous ayez quelque chose à. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur le Tour de Suisse que vous Voilà. voulez dire? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit sur le Dauphiné? Il y a un beau plateau de sprinters à voir aussi. Ouais, Ça va parce permettre qu'il laisse de le juger tableau un peu les Gaviria, Desmar, Sagan. Je sais pas s'il y a Christophe, mais il y a Greipel de prévu. Enfin, Greipel, ouais, ouais, il y a j'ai vu, ouais. Il y a du beau monde quand même pour sprinter. Très bien. Bon, les gars, là, on n'a pas eu du Giro en long, en large, en travers. On a même débordé au-delà du Giro. On est allé se perdre dans le concert juridique potentiellement juillettiste entre Prud'homme et la Sky. Je pense qu'on a fait à peu près tout ce qui était possible en matière de débat lors de ce podcast. Je pense qu'il est temps de conclure. Il est 23h39. J'ai sommeil. J'ai faim aussi, au passage. Du coup, est-ce qu'on partirait pas vers un mot de la fin? Je pense qu'on est à peu près tous d'accord là-dessus. Et attention, mot de la fin avec Alex présent. Ah non, mais Non, comme j'ai rien préparé, en fait, du coup, j'ai même pas préparé la métaphore, tu vois, parce que j'étais réserviste à la base. Tout à fait. Bon, allez, le mot de la fin, vite fait, un tour de table, là, des choses à dire, un petit mot pour dire au revoir, un petit souhait pour les semaines à venir. Allez, hop, c'est gratuit, vous choisissez ce que vous voulez dire. Allez, Yann, je te laisse commencer. Une petite victoire de Bardet sur le Dauphiné qui me ferait bien plaisir. Et puis un très bon rétablissement à Pinot en espérant qu'il prenne surtout le temps d'aller mieux plutôt que d'enchaîner à toute vitesse avec le Tour. Voilà, surtout penser à lui et à sa... Eh ben, je souscris à ce mot de la fin, très très bien. Bertrand? Ben, j'allais dire à peu près la même chose sur Pinot. Moi, vraiment, jusqu'à la veille, il était 3e. Donc, franchement, on n'était pas loin d'avoir un Français sur le podium. Je crois que c'était pas arrivé depuis Pinot. Donc, dommage. Mais moi, Gadré, attends, et t'oublies Gadré, John Gadré. c'est un vrai. malade mental, Gadré hein. sur tapis vert, c'est exact. Autant pour moi. John Gadré, cette légende, ça va pas ou Tu as quoi? raison. Autant pour moi, désolé pour lui. Non, voilà, je pense que moi je suis persuadé qu'il a le podium. Il se fait quand même pas mal bâcher de temps en temps sur les réseaux sociaux. Ça me fait toujours halluciner. Donc, bon, après, il faut savoir raison garder. Et je pense qu'une bonne partie des personnes qui le suivent réellement savent que c'est quand même un coureur véritablement très fort. Donc voilà, moi je lui souhaite une bonne convalescence et j'espère qu'il va vraiment cartonner sur le reste de l'année. Et puis j'espère, moi, que l'affaire Froome se conclura un jour et le plus vite possible. Voilà. Un jour, je pense que oui, ça arrivera. Mais le plus vite possible, ça risque d'être compliqué. Hein. Ça, sincèrement. Alex? Allez les bleus. Et voilà. Ah bah oui, mais oui, tout à fait. Attention. Le mec dit aller les bleus alors que lors des dernières fois, j'ai entendu dire qu'il voulait que l'Australie gagne sur le match d'ouverture. Hein. Ça serait pas faux cul détecté là. Ah, c'est pas faux cul. Je suis pour la France, mais je pense que l'Australie va gagner. C'est pas pareil. Ne parle pas de malheur, s'il te plaît. Très bien. Bon, ouais, non, mais allez les bleus, c'est un très très beau mot de la fin. C'est vrai que ouais, on a un bel été sportif qui se prépare.
Et moi de mon côté, mon mot de la fin, comme à chaque fois, ça va être de vous dire quand c'est qu'on se donne rendez-vous la prochaine fois. Logiquement, le prochain épisode, on devrait faire un débriefing justement de ce Critérium du Dauphiné et de ce Tour de Suisse si cher à Yann. Logiquement. Donc ça serait vers mi-juin. Et après viendra effectivement la présentation du Tour de France. Ce fameux podcast qui dure à chaque fois 3h30 que je suis obligé de couper en deux. Mais bon, donc du coup, il y aura 2 épisodes, logiquement, si on reste sur les mêmes valeurs que sur les années précédentes. En attendant, passez un bon mois de juin, passez un bon Dauphiné, allez barder et à la prochaine. Ciao. Au revoir. Ciao, ciao. Ciao, ciao.